Bonjour à tous. Une dizaine de recours devant la Cour constitutionnelle contre le code électoral voté la semaine écoulée par le Parlement béninois. Les réactions n'arrêtent pas et ce matin, nous allons passer en revue quelques-uns de ces recours en attendant l'avis de l'institution qui a donné rendez-vous aux acteurs pour demain. Ce sera notre premier sujet de discussion, donc ce mercredi matin. Le second va nous permettre de nous pencher sur la situation de la femme au Bénin. Vendredi, c'était la journée internationale donc de la femme et des droits de femmes. Au Bénin, plusieurs avancées du point de vue institutionnel et législatif, mais avec quel impact direct sur la vie des femmes? On en parle. Deux invités ce matin sur Actu Matin. D'abord, Rodrigue Atiogbe, responsable d'ONG de promotion des sciences en milieu scolaire. Avec lui, nous discutons de la pertinence de la réforme au niveau de l'examen du brevet d'études du premier cycle qui oblige tous les candidats à partir de cette année scolaire à composer dans toutes les matières, l'objectif étant la promotion des matières scientifiques délaissées de plus en plus par les apprenants, vous le savez. Ensuite, au téléphone pour recevoir Jacques Degbé, lui qui est spécialiste des questions économie. Avec lui, on va parler économique donc, puisqu'on est mercredi et surtout, on va parler de la campagne 2023-2024 de la commercialisation du noix de cajou. Bienvenue à tous. Fraternité, pour commencer la une des journaux ce matin, amendement du code électoral, des avancées majeures pour une réforme inclusive. Vous avez les avis de Parfait Aoyo, Moukaram Badarou, Basile Agoncha dans les colonnes du journal. Mise en conformité du stade général Mathieu Kérékou, les griefs et recommandations de la CAF, la Confédération africaine de football, et puis amélioration des conditions de travail. Enabel met en service le centre de santé de Zinvier pour le bien-être des populations. Allez, l'autre quotidien maintenant, Nikez Fagnon au sujet du code électoral modifié. Avec ce code, les partis politiques ne peuvent plus être l'otage d'un leader régional. Le matin, nouveau code électoral, la marche vers de grands regroupements politiques irréversibles. L'affiche du jour, nouveau code électoral au Bénin, la Cour constitutionnelle saisie de 8 recours. Apprend-on l'informateur échiquier politique national après le vote du nouveau code électoral, l'heure des grands ensembles, matin libre, nouvelle modification du code électoral, le vrai talent révélé, et puis projet action, conso solidarité, la voix des consommateurs pour mettre fin à la faim. Nord-Sud quotidien, analyse géopolitique et géostratégique de l'AES, les raisons d'un repli logique mais illégitime. Nous sommes maintenant avec le grand matin. Cour pénale internationale, la béninoise Reine Alapini Gansou, dans la cour des grands, elle a été nommée deuxième vice-président justement de la CPI. L'événement du jour, en tournée dans le département de la Donga, Tropo inaugure des infrastructures scolaires vitales. Passons à le télégramme, code électoral modifié. Le code consacre l'accord de gouvernance et non des alliances de partis, a précisé le journal. La nouvelle génération, nouveau code électoral adopté par les députés de la 9e législature. Il n'y aura pas de troisième mandat déguisé, rassure Wilfried Léon-Bédi, vous le savez, c'est le porte-parole du gouvernement. Décryptage info, numérique et énergie électrique dans l'UEMOA, concertation pour la mobilisation des annonces de financement au niveau de la SDPE et du PRDEN. Financement du développement en Afrique, renoncer aux prêts adossés aux ressources naturelles, l'invite du président de la BAD aux États africains. Nous sommes avec le Figaro national, loi 2024-13, modifiée et complétant celle du 15 novembre 2019, un code électoral moderne qui répond au développement, a constaté donc le journal. Dabarou maintenant, état défectueux des pompes à motricité humaine à Wassap et Onko, l'eau du barrage, le dernier recours des populations. Le grand jury, déjà des recours contre le nouveau code électoral, la Cour constitutionnelle entre le marteau et l'enclume, sa crédibilité totalement en jeu.
le potentiel amendement au code électoral, le marché de la transhumance politique a été fermé. Et puis, abus de confiance par un fonctionnaire de la police républicaine dans le Koufo. Lalo, un policier se volatilise avec l'argent d'un gestionnaire Momo. Que nous dit les 4 vérités ce matin? Nouvelle disposition du code électoral. Pour prétendre diriger le Bénin, il faut être représentatif, à signaler donc le journal Les 4 vérités. Nous voici de retour à la une de Fraternité pour la deuxième lecture. Amendement au code électoral, des avancées majeures pour une réforme inclusive. Fraternité est allée interroger 3 personnes notamment. Vous avez parfait à Oyo de l'UPR, Moukaram Badarou aussi, Basile Agonra, qui ont donné leur avis respectif. Mise en conformité du stade général Mathieu Kirikou, les griefs et recommandations de la CAF. Et puis un dernier titre totalement en bas de votre écran, amélioration des conditions de travail. Et Nabel Metang. Service, le centre de santé de Zinvier pour le bien-être des populations. Voilà donc ce qu'on peut retenir de la une des journaux ce matin. Il y a un titre qui pourrait vous intéresser dans Fraternité ce matin. C'est lié justement à cette situation concernant le stade de Cotonou à Cotonou. C'est le seul stade que nous avions d'ailleurs qui soit, ma foi, très sollicité. C'est l'antre même des guépards. Eh bien, il y a quelques soucis depuis et rien ne bouge, à constater Fraternité qui depuis hier, ma foi, insiste sur le sujet. Aujourd'hui, le quotidien a publié les griefs de la CAF contre cette infrastructure et les recommandations pour améliorer son statut et sa qualité. Achetez donc le journal et découvrez un peu, je dois dire, tout ce qui a été, ma foi, reproché ou qui est reproché un peu à cette infrastructure. Vous avez par exemple, pour les recommandations qu'au niveau donc des VIP et VIP et zones d'accueil, des places des VIP et VVIP avec une installation de barrière devant la première rangée, fibre de verre par exemple. Il y a bien d'autres recommandations, notamment dans le domaine de la télévision et de la radiodiffusion, les positions des caméras par exemple, ou qui attirent un peu l'attention. La zone mixte aussi qui pose un petit souci à la CAF, aux représentants de la CAF qui avait fait un tour par ici. À cette Fraternité, les recommandations et observations s'étalent sur 2 pages successives. Allez, on va passer maintenant au bulletin d'information avec Teddy Goudalo. Teddy, bonjour. Tanguy, bien bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, on va parler de cette mise en service de nouvel espace de restauration au profit des usagers du port autonome de Cotonou et de ses environs. C'est une cantine qui est déjà opérationnelle et fait la fierté des Béninois. Vous voyez l'infrastructure, ça donne bien envie d'aller faire un tour. Et pourquoi même pas d'avoir de bon appétit. En tout cas, on fera un tour en images par là-bas pour vous donner une idée. Cérémonie officielle de remise des clés d'infrastructures sanitaires construites et réhabilitées par l'agence belge de développement Enabel. L'événement a eu lieu mardi dans l'arrondissement de Zinvier. J'en parlais tout à l'heure avec Fraternité, qui bénéficie aussi de la construction d'une maternité dans son centre de santé. C'est bien de la commune d'Abomey-Calavi, où Liat Sanoussi en était témoin. Voici le bulletin. C'est le matin, c'est tôt, et si vous n'avez pas encore pris votre petit déjeuner, eh ben, on a un conseil pour vous, sinon un petit secret, un lien assez intéressant. C'est au niveau du port autonome de Cotonou où justement les populations là-bas et dans les environs disposent d'un cadre assez confortable pour se restaurer. Tanguy, vous le disiez tantôt, c'est une cantine qui est mise en service il y a quelques jours au profit des usagers du port autonome de Cotonou. C'est une initiative du gouvernement visant à permettre aux agents et usagers des lieux du port de se restaurer dans les conditions optimales. Une équipe de notre rédaction a effectué une descente sur les lieux. Suivons ensemble leur compte rendu. Voici le nouveau joyau dont bénéficient agents et usagers du port autonome de Cotonou. Depuis environ un mois déjà, la cantine du port. Comme on peut le constater, les dockers sont les plus remarqués sur les lieux. Chacun vient, achète le repas de son choix, puis s'assied confortablement pour le déguster. Les clients viennent
de part et d'autre. Ça dépend de ce que chacun veut. Quand quelqu'un commande quelque chose, quand tu as, tu le vends. Si tu n'as pas, tu peux l'introduire au niveau de quelqu'un d'autre. L'option acheter et emporter est également disponible ici. Pour les vendeuses, c'est la fin de l'exposition au soleil et aux intempéries. Certaines d'entre elles sont installées sur des espaces réservés aux parasols. Avant, c'est au niveau du pont Sobemap, bureau d'embauche qu'on restait pour vendre. Et nous ont dit que le président a dit que nous n'allons pas vendre un peu partout et de façon dispersée puisque ça salit le pays. Et nous ont aménagé un hangar au port douane avec la promesse de nous construire une cantine. Et voilà, ils l'ont fait et c'est vraiment bien. Là où on va mener est bon, mais seulement qu'il n'y a pas tellement la vente. Mais je prie Dieu que la vente vienne. Le gouvernement a construit un nouveau marché ici pour permettre à nos maris dockers de venir manger et même ceux qui viennent de part et d'autres. Quand le bateau travaille, les clients viennent, mais quand il n'y a pas de bateau, les clients ne viennent pas en tant que tels. Donc ce sera les fonctionnaires, les gens qui travaillent, les maçons, tout ça, ce sera eux qui viennent pour le moment d'abord. Cet espace qu'on nous a construit est bien agréable. Jusque la clientèle ne crème pas pour le moment, tout le monde n'est pas encore au courant. Cependant, si le cadre est plus ou moins irréprochable, ici, l'affluence peine pour le moment à être à la hauteur des attentes. Une situation dont se plaignent les vendeuses. Voilà, à l'instant, Candide Hourentor et Elvis Tonoupoint. Allons maintenant dans le département de l'Atlantique. Cérémonie officielle de remise des clés d'infrastructures sanitaires construites et réhabilitées par Enabel, l'agence belge de développement. L'événement a eu lieu hier dans l'arrondissement de Zinvier, qui a également bénéficié de la construction d'une maternité dans son centre de santé. Les infrastructures inaugurées par le ministre de la Santé, Benjamin Rumpati, et l'ambassadrice du Royaume de Belgique près le Bénin, Sandrine Plateau, permettront d'améliorer les conditions de travail et la qualité des soins des usagers. Suivons ensemble le compte rendu de Ouliat Sanoussi. Une nouvelle maternité au centre de santé de l'arrondissement de Zinvier. L'infrastructure sanitaire est inaugurée par le ministre de la Santé et l'ambassadrice du Royaume de Belgique au Bénin. Elle est construite par Enabel, agence belge de développement, à travers le programme d'appui à la santé sexuelle et reproductive et à l'information sanitaire PASSRIS, dans le cadre du programme de coopération bénino-belge 2018-2023, mis en œuvre par Enabel. Occasion pour les bénéficiaires de témoigner leur gratitude aux donateurs et au gouvernement. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement l'achèvement de la construction de ce bâtiment, mais également le début d'une nouvelle ère de soins de santé au bénéfice des populations de l'arrondissement de Zinvier. Nous nous engageons à faire de ce centre un lieu où la vie est protégée et restaurée. Je m'engage avec le chef de l'arrondissement de Zinvier à mes côtés pour le bon entretien de ce centre. Nous allons nous occuper de son entretien au quotidien. Outre la maternité du centre de santé de Zinvier, d'un coût d'environ 217 millions de francs CFA, d'autres infrastructures sanitaires ont été construites ou réhabilitées par Enabel au profit du ministère de la Santé pour près d'1 milliard de francs CFA. À travers les infrastructures sanitaires que nous inaugurons ce jour, Enabel vise à contribuer au renforcement de la qualité de l'offre des soins de santé en général, mais plus spécifiquement des soins obstétricaux et néonatales d'urgence, plus connus comme SONU. Aux femmes dont malheureusement encore au Bénin, 391 décèdent encore pour 100 000 naissances vivantes, d'après la dernière enquête démographique de santé. Je voudrais également rassurer le personnel du centre de santé des Zinvier, de même que celui des autres localités qui ont bénéficié des infrastructures similaires, qu'Enabel apportera sa contribution pour que les équipements et matériels biomédicaux nécessaires soient disponibles dans les prochains mois,
afin que le plateau technique soit à la hauteur des attentes des populations par rapport à la qualité des soins qu'elles sont en droit d'exiger. 5 centres de santé, dont celui de Zinvié, sont bénéficiaires de ce projet qui s'inscrit parfaitement au dire du ministre de la Santé dans la politique sanitaire du gouvernement béninois. Ces infrastructures contribueront ainsi au renforcement de la motivation du personnel qui y travaille et à l'amélioration de la qualité des soins donnés aux populations. Ces maternités et centres de santé sont plus que de simples édifices. Ils incarnent l'espoir. L'espoir, la vie et la promesse d'un avenir meilleur pour nos mères et pour nos nouveau-nés. Ils sont des lieux où les rires des bébés vont résonner, où les sages-femmes et les médecins prodigueront des soins attentionnés et où les familles accueilleront les tout-petits avec amour et joie. Je tiens à exprimer toute ma gratitude envers tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ces joyaux. Le personnel du centre de santé de Zinvié a saisi l'occasion pour faire quelques doléances, notamment la construction d'un service de laboratoire et la dotation du centre de santé de Zinvié d'une ambulance. Des doléances qui, selon le ministre de la Santé, seront satisfaites dans les tout prochains mois. Merci à vous, Ouliat Sanoussi. En image à présent, les fidèles musulmans de la ville de Djougou, c'est dans le département de la Donga, tout comme sur d'autres régions, ont entamé le jeûne du mois béni de l'islam. Pour entamer cette période sacrée, les musulmans ont pris d'assaut plusieurs mosquées de la ville Carrefour pour accomplir la prière de Tarawi. C'est un acte fort qui témoigne leur attachement aux prescriptions d'Allah. Alassane Harouna et Abdul Sabi Idrissou ont sillonné pour nous les lieux. Vous aurez plus de détails dans nos prochaines éditions. Toujours au sujet du mois de Ramadan, qui est l'une des prescriptions de l'islam en prélude à l'événement, le cadre de réflexion de concertation des musulmans du Mono a apporté une assistance aux fidèles de ce département. C'est à la faveur d'une remise de dons aux bénéficiaires. Suivons ensemble le point de Narcisse Alossé et Florent Dou. Des sentiments de joie dans les rangs des fidèles musulmans du Mono à un peu moins de 24 heures du début du mois de Ramadan. Le cadre de réflexion et de concertation des musulmans du Mono vient au chevet de la communauté, les bras chargés de vivre pour bien commencer ce mois de jeûne. Vous n'êtes pas sans savoir que le mois qui s'annonce, c'est un mois de partage, c'est un mois de pardon et de partage. Ceux-là qui, à quelques heures de commencement du jeûne, n'ont pas 1 kilo de riz. Il y en a qui n'ont même pas un sachet de spaghettis. Et c'est ce que le cadre a compris. Il dit, comme le dit un adage, nul n'a le droit d'être héros tout seul. Le lot d'emballage est composé de sacs de riz et de cartons de pâtes alimentaires mobilisés suite à une cotisation des membres du bureau exécutif de ce creuset. Des vivres transmis aux imams des mosquées pour distribution aux fidèles musulmans les plus pauvres vivant dans les 6 communes du département du Mono. Notre frère, notre papa El Hadj, Rabiou Garba et tous ses compagnons qui ont eu cette idée de nous venir en aide en ce mois béni de Ramadan, nous les remercions infiniment. Parce que ce que nous venons de voir ce matin par un fils du Mono, accompagné par le cadre de conservation, ça vraiment a été très très chaud là. Prière et bénédiction ont accompagné cet élan de cœur des responsables du cadre de réflexion et de concertation des musulmans du Mono. Qu'Allah, parce que ce Ramadan soit le meilleur de notre vie et qu'Allah nous donne beaucoup. Donc nous souhaitons à tous la santé et pour que ce mois sacré soit arrivé et se termine très bien. Des responsables dont le credo reste partage et union. Chers fidèles musulmans du département du Mono, vous savez, je sais et vous savez que nous avons le devoir de nous mettre ensemble. Car à rang dispersé, on ne pourra régner. Ce langage est tenu depuis la création de ce creuset qui, chaque année,
fait parler de lui ici dans le département par ses actions humanitaires. Des actions qui impactent même le domaine éducatif avec la distribution des fournitures scolaires aux élèves et étudiants de la région à l'orée de chaque année académique. Pour ce mois sacré du Ramadan, les fidèles les plus démunis en sont donc les bénéficiaires. Voilà donc pour le point de l'actualité sur Actu Matin. En tout cas, dans sa rubrique bulletin d'information, je vous laisse en compagnie de Tanguy Agoy. Tédé Goudalo, merci beaucoup pour la présentation de ce bulletin d'information. Hein. Merci. Bonne journée à vous. Merci, mesdames et messieurs, on va passer maintenant à une autre étape de votre matinale, Actu Matin. Et vous le savez, c'est tout de suite les informations sportives, mais on va faire une petite entorse. Hein. Au menu ce matin, on va recevoir notre invité très rapidement. Il s'agit de Dr Rodrigue Atiogbe, qui est responsable d'une organisation non gouvernementale qui fait de la promotion des sciences en milieu scolaire. Voici notre invité. Comme je l'ai annoncé donc, notre invité ce matin, c'est Dr Rodrigue Atiogbe, responsable d'une organisation non gouvernementale qui fait de la promotion donc, de la science dans les établissements scolaires à travers le Bénin. Dr Atiogbe, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue sur Actu Matin. Vous êtes là pour qu'on évoque un peu la pertinence de cette réforme décidée par le gouvernement. Il s'agit de faire composer à partir de cette année scolaire 2023-2024 les sciences à tous les candidats à l'examen du BEPC. Cette année, donc, on compose dans toutes les matières après l'examen de transition qui a eu lieu l'année écoulée. Et vous dites que c'est une bonne chose. En quoi est-ce que c'est une bonne chose? Alors, d'abord, merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour l'invitation. Alors, le gouvernement de la République du Bénin, à travers le ministère des enseignements secondaires techniques de la formation professionnelle, a initié cette réforme depuis 2 ans. Depuis 2 ans, cette réforme a été initiée dans le but de susciter l'engouement des apprenants pour les sciences. Parce que nous avons remarqué dans notre pays depuis plus d'une décennie aujourd'hui que les apprenants ont un désintérêt très poussé pour les sciences. Une situation qui a pour corollaire, par exemple, le manque d'enseignants de sciences dans notre pays. Une situation qui ne favorise pas la disponibilité de cadres scientifiques et technicistes pouvant amorcer le développement technologique ou pouvant conduire des projets dans le secteur industriel dans notre pays. Voilà. Donc, oui, ben, est-ce que c'est la faute aux enfants de leur faire payer justement ce manque d'intérêt et d'amour? Est-ce que quelque part, les responsables ne sont pas les enseignants qui ont fait de la matière, parfois même, je dois dire, des matières inaccessibles et se sont érigés en petits dieux dans les salles de classe? Je suis d'accord que ce n'est pas la faute aux enfants. Et vous savez, il n'y a de richesse que d'hommes, dit-on. Notre pays, le Bénin, comprend en majorité les jeunes. Et donc, le gouvernement, en fait, est dans une vision, d'abord, dans une ambition de doter cette jeunesse, en fait, des compétences techniques nécessaires à l'employabilité, à l'auto-employabilité. Il est vrai que la mesure, à elle seule, ne peut pas venir, en fait, à amener les enfants à aimer les sciences. Il y a beaucoup d'autres choses qui doivent être faites. Et vous avez cité, par exemple, la question de la démystification des sciences. Et les enseignants qui doivent... C'est là-bas qu'il faut faire le travail d'abord, avant d'obliger les enfants à composer en sciences. Non, déjà, il faut permettre d'abord aux enfants, il faut créer d'abord l'environnement pour permettre aux enfants d'aller vers les sciences. Et après, œuvrer surtout pour la formation des enseignants sur le point de la démystification des sciences. Comment enseigner les sciences de telle sorte que l'enfant puisse l'aimer. Comment transformer les sciences en quelque chose, en un jeu, pour permettre aux enfants, en accessible, fait, facile, de ne pas avoir peur, en fait. Et au-delà de cela, l'État doit aussi œuvrer pour l'installation des bibliothèques scientifiques dans nos collèges. Le cadre aussi manque cruellement. On ne peut pas faire les sciences à la bouche et à travers les décès au tableau. Mais vous savez, on est dans un pays où tout est priorité. Le gouvernement fait ce qu'il peut d'abord. C'est dire très bien, c'est une initiative très louable. Et dans la suite, je pense que, et je crois qu'ils nous suivent, dans la suite, je pense plutôt qu'ils vont œuvrer aussi pour la formation des enseignants sur la démystification surtout des sciences, et ils vont surtout œuvrer pour l'installation des bibliothèques scientifiques, l'installation des laboratoires dans nos collèges. Est-ce que c'est un tort pour moi qui n'aime pas les sciences de venir jusqu'au BEPC, par exemple, si on m'oblige à composer dans toutes les matières scientifiques? Alors, si on oblige aujourd'hui un enfant à composer dans les matières, en fait, c'est juste lui donner le background nécessaire. Parce que même dans les séries littéraires, vous avez besoin des sciences. Nous n'avons rien contre les littéraires. Aujourd'hui, c'est une question d'équité. Ah, mais on n'a pas l'impression. En tout cas, on en parlera tout à l'heure. On n'a rien contre les littéraires, en fait. D'ailleurs, c'est cette différence qui fait la beauté de ce monde. Mais notre pays, le Bénin, qui
envie de devenir un pays développé a besoin d'avoir un vivier de cas scientifiques et technicistes. Mais pour qu'on y parvienne, en fait, il faut très tôt, en fait, travailler à mettre les enfants sur le chemin. Après son BPC, il peut décider d'aller en série littéraire. Il n'y a pas de problème. Mais nous, je pense, l'État plutôt fait ce qu'il peut d'abord pour créer le cadre et favoriser un fort taux d'intérêt pour les estimes dans notre pays. Il n'y a pas que ceux qui sont amoureux des lettres et des sciences de littérature qui sont agacés par cette réforme. Il y a même que les amoureux de la science aussi sont agacés par cette réforme qui oblige justement les enfants amoureux de la science de composer dans d'autres matières comme l'allemand, comme l'espagnol par exemple, étant obligés aujourd'hui, en 2024, de connaître des rudiments en allemand et en espagnol. Je pense que oui. Aujourd'hui, nous devons travailler à former des citoyens nouveaux qui sont ouverts au monde. Parce qu'on ne peut pas évoluer en autarcie. Mais on leur a imposé déjà l'anglais, ça ne va pas déjà? Non, dans ce monde, nous sommes dans un monde où c'est la mondialisation. Et donc, du coup, les enfants doivent être préparés à tout, en fait. C'est juste des backgrounds qu'on leur donne. Dans la suite, quand il va passer en série C, il n'en aura plus besoin. Mais déjà, il faut qu'il puisse avoir ces petits rudiments pour être en fait apte à faire face aux défis de son temps. Voilà. On est comme dans une vaste campagne de tout le monde à la science. Tout le monde doit devenir scientifique au Bénin, hein, c'est ça? Oui, pour moi, oui. Parce qu'un pays comme le nôtre, qui aspire au développement technologique, c'est Benjamin Disraeli qui disait que de l'éducation scientifique des enfants d'un peuple dépend son développement technologique. On n'a rien contre les littéraires. Mais si nous aspirons au développement technologique, il y a plusieurs projets, par exemple. Quand nous prenons par exemple la GDIZ, à la GDIZ, on a besoin des gens qui ont d'abord des prérequis dans les sciences. Si nous voulons aspirer au développement, nous voulons construire des routes, on a besoin des gens qui ont un background en sciences. Parce que si vous n'avez pas un background initial en sciences, vous ne pouvez pas faire certaines filières. Ces filières qui sont nécessaires au développement de notre pays. Donc je pense que nous faisons bien, en étant patriotes, c'est une mesure qu'on doit accompagner, même si à elle seule, elle ne parviendra pas à régler le problème d'intérêt des apprenants pour les sciences. Et vous pensez vraiment qu'il faut vous confier ce monde-là, vous les scientifiques? Ah oui. Avec les bombes atomiques que vous aviez créées, avec tout ce que vous aviez inventé et qui cause pas mal de dommages à l'humanité aujourd'hui, vous pensez qu'il faut vous abandonner ce monde-là? Oui, pas à nous seuls. Je le dis, c'est notre diversité qui fait la beauté de ce monde. Les littéraires doivent toujours exister. Moi, je suis fan des littéraires d'ailleurs. Mais je pense que pour les défis qui attendent le continent africain, sur le plan de la technologie, de la sécurité, de l'autosuffisance alimentaire, il faut que le continent africain, qui a une population majoritairement jeune, puisse orienter ces jeunes surtout vers les estimes. Parce que des estimes, en fait, en orientant les enfants vers les sciences, ce n'est pas qu'ils vont tous devenir, par exemple, professeurs, non. En les orientant vers les sciences, d'eux sortiront, par exemple, des ingénieurs, des médecins, des agronomes. Et ces filières que je cite, en fait, sont nécessaires au développement technologique. Oui, mais dans tous ces domaines, on a eu toujours ces inventions qui n'ont pas toujours été, je dois dire, en conformité avec les limites humaines, en conformité avec le bon sens humain, en conformité avec la morale humaine, en conformité avec l'équilibre du monde. C'est vrai, mais nous n'allons pas nous attarder en fait là-dessus. Ce qui est important pour nous Africains aujourd'hui, parce que vous savez, l'Afrique c'est le meilleur continent, c'est le continent de l'avenir. Et il faut préparer en fait sa richesse, qui pour moi est la jeunesse, à en fait travailler à l'imposer comme le continent de l'avenir. Et pour qu'on puisse y arriver, on ne doit pas regarder les déviances de la science, mais on doit pouvoir orienter. C'est important de jeter un coup d'œil quand même. On doit jeter un coup d'œil, je suis d'accord, mais pour moi, c'est le moment d'œuvrer pour l'incitation des apprenants. On a l'impression que cette campagne de tout le monde vers les sciences, c'est en même temps une campagne tout le monde abandonnant les lettres. Non. D'ailleurs, les meilleurs élèves, les meilleures copies en lettres viennent des élèves de série scientifique. Là-dessus, je ne suis pas d'accord avec vous. Ah non. Les meilleures copies, même quand nous questionnons les profs d'histoire dans nos collèges, les profs de lettres dans nos collèges, la plupart ont fait des séries scientifiques. Faire la science ne vous empêche pas d'aller en littérature. Pour moi, aujourd'hui, même quand on prend le guide d'orientation après le baccalauréat, vous voyez que quelqu'un qui fait les sciences, en fait, a plus d'opportunités. Et pour un pays qui est face au défi de l'employabilité des jeunes, il est important qu'à la base, qu'on oriente les jeunes vers les sciences. Parce que le faisant, on les dote des compétences techniques nécessaires à l'employabilité, mais surtout à l'entrepreneuriat, vu que nous sommes dans un pays où l'État ne pourra pas offrir d'emploi à tout le monde. On a aussi des mesures à prendre concernant
justement l'accompagnement, puisqu'aujourd'hui, se payer les services à domicile d'un enseignant de sciences, mathématiques, sciences physiques et tout ce qui va avec, c'est 2 à 3 fois plus coûteux que de lui proposer un enseignant en français. Et là-dessus, ce sont les parents d'élèves qui hésitent beaucoup. Alors, comment est-ce qu'on peut, ma foi, mettre tous les acteurs en synergie de sorte à ce que cela ne pèse pas sur quelqu'un, par exemple? Alors, déjà, comme je l'ai dit un peu plus haut, l'État doit œuvrer pour l'installation des bibliothèques scientifiques. Imaginez que dans chaque collège aujourd'hui, dans notre pays, le Bénin, et quel que soit là où on se trouve sur le territoire, il y a des bibliothèques scientifiques. L'enfant déjà a les documents didactiques nécessaires pour aiguiser son amour pour les sciences. Et quand ces documents sont disponibles en quantité et en qualité, l'enfant n'a plus besoin forcément de réclamer un répétiteur à la maison. Ça fait un, par exemple. Quand il y a des laboratoires, c'est coûteux, hein? Vous parlez de laboratoire. Imaginez le nombre de collèges publics qu'on a sur l'ensemble du territoire national. Si chaque collège doit avoir un laboratoire, ça coûte les yeux de la tête. Hein? Je sais que ça coûte les yeux de la tête, mais vous savez, comme l'a dit Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer un pays, pour changer ce monde. Si nous pensons parvenir au développement de notre pays, le Bénin, on doit investir dans l'éducation. L'éducation doit être la priorité. Je suis conscient de ce que nous sommes dans un pays où tout est priorité. Mais néanmoins, on doit faire de l'éducation la première priorité. Et investir. Oui, l'État seul, on ne va pas tout mettre sur l'État. Chaque citoyen doit se demander, mais qu'est-ce qu'il peut apporter? Chaque citoyen doit se demander, mais qu'est-ce que moi je peux apporter à ma communauté, par exemple? Des citoyens peuvent se réunir et aller offrir des bibliothèques scientifiques, aller installer ce que nous, par exemple, nous faisons au niveau de notre organisation, où à Tayakou, par exemple, dans la Takora, nous avions mis en place une mini-bibliothèque scientifique. Dans ce mois, nous allons mettre encore en place une bibliothèque scientifique, par exemple, dans la commune de Kouyobe, où malheureusement, les enfants, pour la plupart, partent au Nigeria pour qu'ils veulent devenir tous des cuisiniers, par exemple. Mais nous pensons que nous n'allons pas attendre l'État, partant de cette citation de Kennedy qui dit « Do not ask what your country can do for you, but ask what you can do for your country ». N'allons pas demander ce que notre pays pourra nous apporter, mais qu'est-ce que nous pouvons apporter? Oui, les défis sont énormes pour notre pays, mais chaque citoyen peut se dire qu'est-ce que je peux apporter? C'est ce que nous faisons déjà au groupe Polytechnique. Mais en obligeant tout le monde à composer dans toutes les matières, est-ce qu'on ne met pas la charrue avant les bœufs là? On n'a pas encore conditionné les enseignants qui continuent de croire que faire de la maths et faire les sciences physiques, c'est relever de la planète Mars. On n'a pas installé les bibliothèques scientifiques, on n'a pas construit les laboratoires scientifiques. On oublie les enfants à commencer à composer en sciences. Comme vous l'avez dit, vous-même au début de vos propos, vous l'avez dit, c'est une mesure qui date de 2 ans. Et donc, les acteurs du système ne sont pas surpris aujourd'hui. Ils savent que la mesure entre en vigueur à partir de cette session de l'examen du BPC. Oui, il n'y a pas encore totalement les bibliothèques, mais les gens sont préparés. Il y a des mesures qui sont prises pour quand même accompagner ces enfants à pouvoir faire face à ce nouveau format de l'examen du BPC dans notre pays, le Bénin. Rodrigue Gatioubé, merci beaucoup d'être venu sur beaucoup. C'est un plaisir pour moi. Bonne journée à vous. Merci également à vous. Mesdames et messieurs, je rappelle que c'est Dr Rodrigue Gatioubé, responsable d'organisation non gouvernementale qui promeut les sciences dans les établissements scolaires à travers beaucoup d'actions de sensibilisation, mais aussi d'actions directes, notamment en construisant des espaces scientifiques d'échange dans les établissements scolaires publics. Allez, voici maintenant chez vous l'actualité des sports. On va parler essentiellement football dans Sport Matin, sur l'Actu Matin. Ce matin, Ali Moumouni, bonjour. Bonjour Tanguy. Il a eu fête hier au plan planétaire. Les Gunners qui ont réussi à passer hier en Ligue des Champions, mais c'était au bout d'un grand suspense. Tanguy, il a fallu aller jusqu'aux épreuves fatidiques des tirs au but avant de voir les Gunners de Arteta. Mikel Arteta a réussi à s'offrir le billet qualificatif pour les quarts de finale de la Ligue européenne de champions. Vous le voyez, l'ouverture du score de Trossard sur un service bien entendu du capitaine Odegaard. Et bien la célébration est faite par toute l'équipe qui est revenue au score. Mais vous voyez l'image de cet homme, c'est David Raya, c'est lui qui a permis aux Gunners, l'homme du match d'ailleurs de la compétition et de cette explication, qui a permis aux Gunners avec les 2 tirs qu'il a réussi à arrêter. Il permet donc à l'équipe anglaise de se qualifier pour le prochain tour. C'était en tout cas
sur le fil du rasoir, on ne pouvait pas s'y imaginer. Arsenal, la grosse interrogation aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que cette équipe a un problème avec la Ligue européenne des champions de toutes les façons. En tout cas, depuis pratiquement 5, 6, 7, 8 ans. Hein? Ça fait 14 ans que Arsenal retrouve 2 fois de suite l'étape des quarts de finale en Ligue européenne de champions. Et donc, on voit cette équipe en forme en compétition locale, mais sur le continent, ça devient assez compliqué pour les Gunners de s'en sortir très facilement. Et c'est bien ce qu'on a constaté lors de ce tour face au FC Porto. Il faut le rappeler, Arsenal avait perdu à l'aller 1-0, ce qui a été rattrapé hier grâce à Trossard, le joueur belge, qui permet donc à ses coéquipiers de revenir au score. Et donc la grosse interrogation reste de savoir quel sera le sort des Gunners pour les quarts de finale. Mais actuellement, ils sont en tout cas leaders au classement général de la Premier League avec seulement un goal différentiel sur Liverpool. Voilà, environ 8 hein, sur Liverpool, ce qui permet à cette formation d'être leader provisoire au classement général Tanguy. La suite, c'était le FC Barcelone qui était à domicile face à l'équipe de Naples. 3-1 pour l'équipe des Catalans qui s'impose sur un total donc de 4-2 après le match, après le score de parité à l'aller. 1 but partout face à cette formation napolitaine. Osimhen et ses coéquipiers n'ont pas réussi à faire grand-chose hier. Malheureusement, ils sortent de la compétition et ce sera le Barcelone qui va passer au prochain tour, Tanguy. La suite, ce sera donc ce soir avec les dernières rencontres de ces 8e de finale. Borussia Dortmund affrontera en retour l'équipe du PSV Eindhoven. Ce sera à Signal Iduna Park en Allemagne, bien précisément à Dortmund. Et puis de l'autre côté, l'Atlético de Madrid accueillera l'équipe de l'Inter de Milan pour cette manche retour des 8e de finale. Prenez le rendez-vous, c'est bien sûr à partir de 21h pour la coupe aux grandes oreilles. En tout cas, on sera au rendez-vous pour encore suivre ces beaux moments de football à l'international et précisément au niveau européen. Allez, on va passer maintenant aux informations pêle-mêle. On va parler surtout des Jeux africains qui se déroulent du côté du Ghana. Les Guépards, footballeurs de moins de 20 ans, ont encore fait un match nul hier. Cette fois-ci, c'était contre la RD Congo. Oui, contre le Congo, bien entendu. Brazzaville, score de 0 but partout, comme lors de l'ouverture face à la Gambie, 0 but partout. C'est le score qui a sanctionné cette explication. Vous pouvez le voir sur les images. Vous allez voir tout à l'heure quelques gestes techniques de certains joueurs béninois, à l'image de Ricardo qui va essayer de faire son moment chaud devant la surface de réparation adverse. Mais la grosse sensation de cette soirée, c'est bien entendu cette occasion manquée en toute fin de rencontre. Là, c'est l'image de Ricardo Dosso, le jeune joueur qui a été convoqué, vous le voyez, avec son pied gauche, convoqué bien entendu sur la liste des 25 joueurs de Gainot Rof, à la lisière de la surface de réparation, qui offre un coup de pied arrêté au Guépard du Bénin. On a vu, voilà, en toute fin de rencontre, il y a eu 4 minutes d'arrêt de jeu, et là, nous sommes dans la 3e minute. Après donc cette offensive de l'équipe congolaise, le Bénin va repartir, comme on le dit au haut niveau. Quand vous ne réussissez pas à profiter des occasions, c'est bien sûr l'adversaire qui le fera. Le Bénin obtiendra aussi, voilà, sur cette relance, son occasion pour faire carrément, je dirais, le break sur le seul but qui peut-être pourra être le but de la victoire de cette explication. Mais regardez ce service, il lui donne et petit filet. Non, il pouvait servir à droite. Il pouvait servir. Il pourrait décaler à droite tranquillement. Ouais. Et malheureusement, c'était la balle du match. Perdu par le Guépard. On peut voir la colère, la colère du coach Messan sur cette image. Vous le voyez. Et voilà. Il fallait décaler. On verra le ralenti tout à l'heure, Tanguy. Vous allez voir le ralenti tout à l'heure. Avec cette balle manquée, on aura l'occasion de voir de plus près cette occasion ratée. Vous voyez la relance, c'est parti. Il va faire ce très bon débordement. Le gars qui décale très bien. Voilà. Il reçoit la balle proprement. Malheureusement. Et c'est là, on verra très bien la boule de cet attaquant béninois qui permet au Guépard, je dirais, d'une manière ou d'une autre de faire ce match nul en toute fin de rencontre. Malheureusement, c'était le score face... Moi, j'ai pas suivi le match hier. Oui, c'était assez difficile, il faut le suivre. Oui, j'ai
Je me suis connecté pour environ une quinzaine de minutes, notamment au niveau de la deuxième partie, les 10-15 premières minutes de la deuxième partie. Et puis après, je suis passé à autre chose. C'est vrai qu'ils ont mis beaucoup d'efforts, hein, les Guépards hier. Beaucoup d'efforts, beaucoup d'engagement. Oui. Contrairement à la première rencontre, c'était une rencontre, c'était un match assez plaisant hier pour les ambassadeurs béninois de moins de 20 ans. Malheureusement, le score à l'arrivée, c'était 2 buts partout. On fait le point très rapidement. Après, donc, les 2 premières sorties non infructueuses, bien sûr, si on peut le dire. Ainsi, 0 buts partout face à la Gambie. Également, score identique face au Congo. Le Bénin affrontera donc désormais le Ghana, pays hôte, le 15 mars prochain. On espère qu'ils pourront engranger cette fois-ci une victoire pour pouvoir peut-être passer au prochain tour. Ce scénario me rappelle la CAN 2019 où le Bénin s'est qualifié sur 3 matchs nuls pour le quart de finale, ce qui d'ailleurs leur a permis cette qualification désormais à cette compétition. Tanguy, on va finir au pays avec la Super Ligue professionnelle du Bénin avec les rencontres de la 7e journée qui auront lieu ce soir à partir de 16h. AS Cotonou affrontera l'équipe de Sobemap Sport. On aura la rencontre entre Bani Gansey et puis l'Autopopo. L'Union sportive des Cavaliers de Niki affrontera Dynamo FC d'Abomey. On aura également la rencontre entre Coton FC et Ayema. Après ça, Dadja sera à Diakotome pour affronter l'équipe de Damissa. Espoir FC de Savalou sera à domicile, bien sûr, sur ses installations, avec ses belles vues, bien entendu, pour affronter l'équipe de l'association sportive des Takounais de Kandi. La jeunesse sportive de Pobé affrontera l'association sportive du port autonome de Cotonou. Et pour finir, les Dragons FC de l'Ouémé auront pour adversaire les Requins de l'Atlantique. Tanguy, qu'est-ce que ça vous inspire, cette explication-là? Ah oui, les bons vieux temps, hein, faut-il le dire, de vieilles équipes qui se connaissent très bien, en tout cas par le passé. On verra bien ce que ça va donner. La rivalité, bien entendu, elle est éternelle, elle est toujours épique. J'espère que c'est toujours le même engagement, le même goût. Du côté des supporters, c'est toujours la même rivalité, elle n'a pas changé. Mais c'est seulement dans le fond du jeu, vous savez, les joueurs n'ont plus cet engagement, ce flot de la représentativité, parce qu'on se rappelle qu'avant, c'était beaucoup plus des joueurs de la localité, des régions qui sont beaucoup plus sollicités pour jouer. Mais aujourd'hui, il y a assez d'étrangers, il y a assez de joueurs mélangés, il y a cette modernisation. Donc, comme c'est un club, on peut avoir des joueurs du Nord, du Septentrion, d'autres pays qui évoluent et qui n'ont pas cette rage, cette rivalité-là. Et je pense que comme ça se fait au haut niveau, on pourra aussi arriver et déjà permettre aux joueurs avoir d'abord une bonne base, un local pour le club, un bon local où il y a l'histoire avec les anciens joueurs, la rivalité et tout ça retracé. C'est ça qui permettra aux nouveaux joueurs venus de savoir ici, voilà comment ça se passe, voilà la rivalité, voilà nos adversaires les plus, je dirais, les plus coriaces et les plus défiés. Donc voilà, ça pourra permettre d'une manière ou d'une autre de maintenir cette flamme-là et de donner cette sensation, bien entendu, aux Furies du Kéron. On a l'impression que ces clubs ont eu presque le même parcours avec les mêmes aléas à travers le temps. On a vu ces deux clubs avoir beaucoup de difficultés, notamment ces dernières années, avant de commencer à remonter la pente. Comment est-ce que ça peut se comprendre? Je pense que c'est un problème d'organisation, de structuration. La preuve, quand vous prenez par exemple les Lions de la Takora qui ne sont même plus pratiques, ça n'existe plus pratiquement, hein? C'est quand même bizarre ça. Et pourtant c'est un club légende. Voilà, c'est devenu comme une équipe de quartier désormais. Et ils ont évolué entre-temps en ligue amateur. Est-ce que c'est toujours le cas? Je ne crois pas. Et donc c'est assez compliqué. Je pense qu'il y a eu le problème de moyens qui a pris par là. C'est le vieillissement. Non, ça peut pas être le vieillissement. Le Real Madrid existait bien avant bien avant les Lions de la Takora. Quel drôle de comparaison. Ce qu'il faut retenir, je pense que c'est un problème de structuration. On se rappelle la dernière fois avec le reportage qui nous a été proposé, bien entendu, par Alassane Arona sur cette équipe des Lions de la Takora. Il y a toujours les précurseurs qui sont là, mais le défaut, c'est par rapport au problème de moyens, l'accompagnement, qu'il n'y a plus, difficile de trouver des joueurs qui vont tenir jouer pour le club.
club sans être payé, c'est assez compliqué, ma foi. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui a fait plomber la plupart de ces équipes qui sont mythiques au plan national. Quand on parle des Buffs du Borgo, on sait qu'à un moment donné, il y a eu vraiment d'accompagnement. Les Panthères sont tombés et ils se sont retournés dans la boue. Aujourd'hui, ils ont trouvé un bon sponsor. Ça se relève progressivement. On espère que ça va prendre ici du côté du sud. Il y a les Dragons de l'OME. Et sans oublier, quand on va dans le zoo, les Caïmans du zoo aussi qui ont disparu. C'est vrai qu'ils ont joué il y a 2 ou 3 ans le championnat amateur, mais aujourd'hui, ils sont carrément relégués dans les compétitions régionales. C'est assez compliqué de voir ces équipes clore et avancer. Et c'est toujours le problème de moyens parce qu'on avait reçu quelques anciens joueurs de cette équipe des Caïmans du zoo sur ce même plateau pour parler de la célébration de leur retrouvailles. Malheureusement, voilà, ils ont posé les mêmes problèmes difficiles d'accompagner cette équipe, même s'ils ont la volonté. Je pense que c'est le problème qui mène en général le football béninois. Il va falloir mettre de côté les intérêts personnels et travailler pour promouvoir la discipline, le sport en général et surtout maintenir la flamme des équipes et les permettre d'avancer. J'espère qu'avec la réforme qui fait créer en tout cas des sociétés sportives va permettre à ces différents clubs de subsister à travers le temps et de ne pas mourir comme on les voit en tout cas avec... Oui, justement, à propos de ces réformes, il y a quand même la bonne volonté du gouvernement. Mais suivez mon regard, Tanguy, vous savez, après une décision, il y a aussi l'application. Donc, d'une manière ou d'une autre, on va prier que les acteurs soient quand même assez passionnés pour bien accompagner la mise en œuvre de ces réformes-là. Allez, j'ai bien envie de vous laisser partir rapidement. Un mot sur cette affaire donc, concernant le stade de Mathieu Kérékou. Et voilà, c'est assez compliqué. On a appris qu'il y a eu des plaintes de certaines équipes qui ont disputé les derniers matchs ici face au Guépard. Et donc, c'est assez curieux de comprendre qu'après voilà, autant d'argent dépensé, plus de 10 milliards pour réfectionner ce stade, on est aujourd'hui à cette étape-là où le stade est quand même... ne sera plus habilité à accueillir les matchs, sauf si le Bénin opère encore d'autres travaux, je dirais, confortatifs pour améliorer l'état d'abord de la pelouse et également dans les vestiaires qui sont d'une manière ou d'une autre impraticables pour les athlètes qui sont habillés. Ça veut dire qu'ils vont porter leurs crampons dehors, donc je pense que c'est assez compliqué sur cet aspect-là, donc il va falloir revoir tout ça et je pense que c'est curieux quand même. Il n'y a pas d'explication à cela, à moins que ce soit les auteurs qui soient interpellés et qu'ils viennent expliquer comment on peut dépenser autant d'argent, autant de milliards pour réfectionner un stade qui, avant même, accueillait les rencontres sans difficulté. Ah, mais j'ai pas oublié la finale. Aujourd'hui, après la réflexion, on trouve que ce stade n'est plus aux normes. Je pense que c'est assez curieux. Vraiment, hein. Et depuis lors, on a l'impression que il y a cette indifférence du côté des dirigeants pour améliorer les choses. Je pense que les travaux ont déjà commencé et au niveau des gradins, tous les sièges ont été déjà enlevés. Je crois pratiquement au niveau des gradins latéraux, mais c'est juste la tribune officielle qui est laissée. Et donc, je pense que les travaux ont déjà commencé. J'espère quand même que ça va être accéléré parce que très bientôt, le Bénin va jouer ces rencontres d'abord pour les éliminatoires de la Coupe du Monde et ensuite il faut déjà voir les fenêtres FIFA qui sont là. Bon, c'est vrai que ce ne sera pas ici à l'extérieur, mais après on aura juste après les rencontres de la Coupe du Monde, les éliminatoires de la Coupe du Monde. Je pense, si j'ai bonne mémoire, ça doit être en septembre prochain, et puis après ça il y aura également les éliminatoires de la Coupe du Monde. Je pense que c'est très limite et il va falloir vraiment accélérer les choses. On a 2 rencontres à préparer, notamment pour ces fenêtres FIFA. Et contre qui, s'il vous plaît? Le Sénégal. Le champion en titre et l'ancien champion en titre. Pourquoi ces choix? C'est assez bizarre ça, non? L'entraîneur a expliqué, il a trouvé qu'il n'y a plus de petite équipe, on n'a vu pas. Et d'ailleurs, il a raison par rapport. Ce n'est pas pour autant qu'il faut se jeter dans la gueule des lions et des éléphants. Non, mais en fait, c'est un baromètre pour mieux apprécier la performance des Guépards. Est-ce qu'on pourra véritablement affronter ces équipes? Mais d'une manière ou d'une autre, il y a aussi un autre avantage, c'est pour améliorer le classement FIFA. Justement, c'est ces classements FIFA qui nous permettent aujourd'hui, par exemple, au Bénin, de ne pas prendre part au tour préliminaire des éliminatoires de la Coupe
du monde prochaine. Donc, je pense que c'est ces avantages de la Coupe d'Afrique des Nations, ces avantages qui sont visés. Et donc, ça permet donc aux équipes mieux classées d'éviter les barrages, les tours préliminaires, de passer directement aux éliminatoires proprement dites. Je pense que c'est des avantages. Donc, jouer contre les cadres, les grandes équipes permet d'améliorer quand même. Oui, mais quand on a été ou quand on est champion en titre, quel intérêt on a à aller affronter une équipe qui n'a même pas eu la chance de participer à la compétition qu'on a remportée? D'une manière ou d'une autre, je pense que pour les équipes comme le Sénégal ou encore la Côte d'Ivoire, champion en titre de cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations, je pense qu'il y a suffisamment d'études qui se font pour pouvoir déterminer est-ce que cette équipe a l'ossature d'une équipe qu'on peut affronter. On regarde bien entendu les performances de cette équipe par le passé, on regarde aussi son classement FIFA, on regarde en fait les individualités. Il y a assez de paramètres à prendre en compte avant donc d'accepter l'invitation de l'équipe ou encore de lui envoyer une invitation. Et dans le cas de figure, je pense que le Bénin fait partie, même si on n'était pas à la dernière Coupe d'Afrique des Nations et une été les quelques déchets qu'on comprend, et aussi cette affaire où on n'arrive pas vraiment à se débarrasser des joueurs qui ont dépassé l'âge, permettez-moi l'expression. Je pense que nous tout ça, le Bénin quand même a une équipe joueuse. Quand on regarde le fond de jeu, il y a quand même quelque chose qui peut se faire, mais sauf que c'est le rendement, qui n'est pas vraiment au rendez-vous. Le résultat, c'est ça qui fait souvent défaut. Nos joueurs manquent de compétition, hein, ça il faut le dire. Et puis on ne va pas se cacher derrière son petit doigt. Vous voyez un peu la liste la toute dernière de Génote Aurore. On n'a pas l'impression qu'il y a... C'est du sage palais. On a du mal à se débarrasser des anciens, des vieillards, et donner la chance aux jeunes qui ont quelque chose à prouver. La preuve, on a vu le jeune Moumouni avec le but qu'il a marqué contre le Sénégal ici au stade Général Mathieu de Cotonou. S'il n'avait pas eu cette opportunité, on ne pouvait pas savoir qu'il avait au moins cette capacité de sortir de tels missiles de ses pieds. Donc voilà des situations. Et je suis content que Génote y ait pensé. Par exemple, quand on pense cette liste, il y a au moins 4 joueurs locaux. Et s'il faut aussi peut-être essayer de faire une petite analyse sur la liste, on verra également qu'il y a des joueurs locaux qui très récemment viennent de quitter le pays, peut-être par l'occasion qu'ils ont reçue de rejoindre l'effectif de l'équipe nationale et d'avancer. Peut-être en termes de performance, ça les a permis de progresser, d'aller à l'extérieur, quand on s'y fait entre autres l'ancien joueur de l'Autopopo et Moran qui est parti à Futur FC de l'Égypte, ou encore le joueur de Dodoko qui est aussi parti en Égypte. Donc je pense que c'est des joueurs locaux qui, juste après avoir eu l'expérience, ont su se positionner. Quand on prend Tchao qui je crois est rentré aussi d'Intes, ou encore le jeune Ricardo qui est aussi rentré très récemment d'Intes à l'étranger. On a vu Tamim Moro qui a quitté le pays, qui ne évolue plus au plan national, qui évolue aux Émirats Arabes Unis. Donc c'est des occasions, quand on donne l'opportunité à ces jeunes qui ont quelque chose dans le championnat à prouver en équipe nationale, c'est des aubaines pour ces jeunes pour pouvoir s'en sortir et puis d'aller pourquoi pas monnayer les talents à l'extérieur. Permettez-moi de faire cette analogie-là. Allez, Moumouni, merci beaucoup. Allez, Tanguy, c'est moi. On souhaite de passer une très bonne journée. À demain. Allez, mesdames et messieurs, on a quelques soucis pour se connecter avec Jacques Degbé. Je vous propose qu'on marque la pause en attendant de revenir par ici, relancer les choses. Voici donc la pause. Vous avez le choix. On a tous toujours le choix. Le choix d'une vie de plaisir incontrôlée, avec à la clé une famille nombreuse condamnée à la précarité. Ou le choix de construire un foyer heureux et équilibré avec le nombre d'enfants dont vous êtes en mesure de vous occuper convenablement. C'est ce deuxième choix que vous propose l'AFIA. L'AFIA, c'est une gamme complète et efficace de solutions pour planifier les naissances et mieux assurer l'épanouissement et l'avenir de votre famille. L'AFIA, le bonheur de votre famille.
vous avez le choix. On a tous toujours le choix. Le choix d'une vie de plaisir incontrôlée avec à la clé une famille nombreuse condamnée à la précarité. Ou le choix de construire un foyer heureux et équilibré avec le nombre d'enfants dont vous êtes en mesure de vous occuper convenablement. C'est ce deuxième choix que vous propose l'AFIA. L'AFIA, c'est une gamme complète et efficace de solutions pour planifier les naissances et mieux assurer l'épanouissement et l'avenir de votre famille. L'AFIA, le bonheur de votre famille. Économie ce matin, nous sommes mercredi en effet. Sous quels auspices va se tenir la campagne de commercialisation 2023-2024 des noix d'anacarde? Question au cœur de nos échanges ce matin dans la rubrique économie donc avec Jacques Digbé qui est en ligne. Jacques, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à tous. La campagne de commercialisation 2023-2024 des noix d'anacarde a été lancée officiellement vendredi dernier et on en sait un peu plus sur les conditions de déroulement justement de cette campagne maintenant. Oui, c'est bien cela. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de tambour ni de trompette comme les années antérieures, mais la campagne de commercialisation 2023-2024 de la filière anacarde a été effectivement lancée le vendredi 8 mars dernier. Sous silence, peut-on même dire, parce qu'il n'y a même pas eu de cérémonie de lancement. Qu'importe, les conditions de déroulement, elles sont connues, elles ont été fixées le mercredi 6 mars dernier à travers un communiqué conjoint signé de la ministre de l'Industrie et du Commerce, Sadia Alimantou Assouma, et son collègue de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Kossi Dossouis. Ce qu'il faut déjà retenir est que la campagne s'est officiellement ouverte le vendredi 8 mars 2024. Elle va se refermer le jeudi 31 octobre 2024, soit pratiquement 8 mois d'activité. Les exportateurs de noix brutes de cajou sont agréés par la ministre de l'Industrie et du Commerce et chaque exportation est subordonnée à une autorisation et se fait exclusivement par le port autonome de Cotonou, avis donc aux exportateurs. Autre chose, la ministre Sadia Alimantou Assouma autorise à titre dérogatoire les exportations de noix brutes de cajou 2 mois après la date d'ouverture de la campagne et après l'approvisionnement des usines locales de transformation. On rappelle au passage que le décret numéro 2022-568 du 12 octobre 2022 portant interdiction de l'exportation de noix brutes de cajou et de soja
à compter du 1er avril 2024 est toujours de mise au Bénin. Et voilà donc de façon résumée les conditions dans lesquelles va se dérouler la campagne 2023-2024 de commercialisation de noix brutes de cajou dans notre pays. Il y a une question qui n'a pas été en tout cas tranchée. Les acteurs s'opposent et ne se comprennent pas, n'arrivent pas à accorder leur violon. Il s'agit de la fixation du prix d'achat, Jacques. C'est d'ailleurs là, Tanguy, le nez de la guerre. Quel prix d'achat pour la campagne 2023-2024? Sur la question, les différents acteurs de la filière ne parlent pas forcément et pour l'instant le même langage. Producteurs, commerçants et transformateurs, chacun tire le drap de son côté et les différentes rencontres tenues jusqu'ici n'ont véritablement pas permis de faire bouger les lignes. Les différentes propositions faites tournent autour de 300 francs CFA le kilogramme. Les producteurs veulent vendre à plus de 300 francs CFA le kilogramme aux commerçants dans les champs et magasins. Les mêmes commerçants qui réclament jusqu'à 325 francs CFA le kilogramme, prix de l'usine à la CIPI Bénin, la société d'investissement et de promotion de l'industrie à la GDIZ, la zone industrielle et économique de Glodibé, sauf que selon nos sources, la CIPI n'entend pas acheter les noix à plus de 290 francs CFA le kilogramme. Donc oui, Tanguy, la campagne est lancée, mais il y a la question importante du prix qui reste à régler. Sur la question, on a même eu le président de la Fédération nationale des producteurs des acheteurs des produits tropicaux, je vais dire, ici à Parakou. Ils ne s'entendent véritablement pas, nous a-t-il confié. Le drame dans tout ça, Tanguy, est que plusieurs commerçants ont déjà acheté le produit à au moins 300 francs CFA le kilogramme sur le terrain. S'ils doivent le revendre à 290 francs CFA à la CIPI Bénin, sans compter les différentes charges, transport, manutention, commission, taxes, c'est une perte énorme. C'est pourquoi elle milite pour 325 francs CFA le kilogramme afin de pouvoir réaliser de marges bénéficiaires. Discours quasi identique du côté des producteurs. Les investissements consentis dans les plantations d'anacardiers ne leur permettent pas de pratiquer un tarif en deçà de 300 francs CFA le kilogramme, nous ont-ils confié. Les transformateurs n'en disent pas moins non plus. Bref, les différents acteurs de la filière sont à couteau tiré sur la question du prix. On rappelle au passage que le gouvernement n'intervient plus dans la fixation du prix. Le prix plancher a été supprimé depuis l'année dernière par l'exécutif. Et à titre comparatif, en Côte d'Ivoire, la campagne a été lancée fin février dernier avec un prix plancher de 315 francs CFA le kilogramme. Au Burkina Faso, toujours au titre de cette campagne 2023-2024, le prix fixé par l'exécutif est de 310 francs CFA le kilogramme. Bon ben, ça c'est ce qui concerne les sous, en tout cas, au niveau donc de cette filière. Il faut voir déjà du côté de la production si on peut s'entendre un peu. C'est une nouvelle campagne. Est-ce que véritablement, Jacques, on peut dire que les fleurs ont tenu la promesse, en tout cas les fruits ont tenu la promesse des fleurs? Pour l'instant, là aussi, difficile de répondre à cette question, puisque nous constatons sur le terrain et les informations qui nous parviennent des différents acteurs, commerçants et également producteurs. Les fruits ne sont pas en train de tenir véritablement les promesses des fleurs. Peut-être qu'on verra d'ici quelques mois, puisque la campagne va durer. En tout cas, pour ce qui concerne la production et les récoltes, il faut aller jusqu'en mai par là. Peut-être que ça peut changer au cours de la campagne, mais pour l'instant, pour le constat qui se fait sur le terrain, eh bien, la production n'est pas véritablement au rendez-vous. On rappelle que la filière anacarde est une filière très importante pour le Bénin. C'est la deuxième filière en termes qui nous rapporte de devises, plus de devises après le coton. Et c'est une filière qui contribue à beaucoup en ce qui concerne le produit intérieur brut, le PIB. Et on sait également que dans nos villages, dans nos localités, beaucoup d'agriculteurs se nourrissent de cette filière-là, réalisent beaucoup de choses, construisent, achètent des motos et des véhicules grâce à la filière anacarde. Mais depuis quelques années, ça peine un peu. Et il faut dire que pour les échanges que nous avons sur le terrain, eh bien, les acteurs à la base, les producteurs, également les commerçants, dans une moindre mesure, ils ne sont
plus véritablement satisfaits de ce qui se passe dans la filière. On va finir avec un dernier volet, c'est une curiosité personnelle. Hein. On a annoncé en tout cas la transformation au plan local de cette production, de ce produit-là. Où est-ce qu'on en est par rapport justement à cette politique du gouvernement? Oui, j'étais en janvier dernier à la zone industrielle de Glodjibé Tanguy et il faut vous dire, pour le constat fait sur place, chapeau pour l'instant par rapport à ce que fait le gouvernement, parce que j'ai pu constater des machines de dernière génération, j'ai pu constater que l'anacade qui est produite dans nos villages, les noix d'anacade brutes qui sont transportés à Glodjibé sont transformés sur place en produits finis avant d'être exportés vers d'autres pays. Eh bien, en tant que Béninois, on ne peut qu'être très fier de cela, même si la production totale faite au Bénin n'est pas encore transformée. La preuve est que pour le compte de cette campagne 2023-2024, l'exécutif a ouvert une brèche pour permettre à ce que les exportateurs puissent continuer par mener leur activité, bien sûr en respectant les critères fixés par l'exécutif. Et au-delà de la GDIZ, vous avez également d'autres industries installées à travers le pays. On ne va pas faire de publicité à ces entreprises qui sont pour la plupart des entreprises privées, mais il y a quand même pas mal de petites usines qui sont installées à travers tout le pays pour transformer ce produit-là aujourd'hui. C'est dit donc que comparé à ce qui se passait il y a 5, 10, 15 ans, il y a une grande évolution aujourd'hui sur le terrain en ce qui concerne la transformation. Maintenant, il faut évoluer, il faut travailler à ce que la production totale que nous effectuons puisse être transformée sur place ici, parce que quand vous transformez, ça apporte de la valeur ajoutée plutôt que d'exporter le produit brut. Absolument, c'est une évidence. Jacques Debré. Merci Tanguy. Merci, bonne journée. Très bonne journée également à vous. Bien de choses à ceux qui sont à Parakou. De retour à Cotonou, mesdames et messieurs, on va juste observer la transition, le temps d'installer nos débatteurs. Allez, nous voici donc pour l'instant des débats avec les acteurs installés. Je veux commencer déjà par saluer Ulrich Gaba. Ulrich, bonjour. William, bonjour. 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 Eric, bonjour. On Bonjour, aura deux sujets à évoquer ce matin. Les recours qui s'accumulent et s'empilent devant les 7 sages à la Cour constitutionnelle au sujet du code électoral voté il y a un peu plus d'une semaine maintenant, sinon une semaine exactement. Et puis on va parler de la célébration du 8 mars dernier. On n'a pas eu le temps de revenir là-dessus dans nos échanges par ici. Le 8 mars, c'était le vendredi dernier. Et donc on va passer un bout de temps à discuter du contexte à ce propos. Allez, sur la table des 7 sages, on a à peu près une dizaine, 8, 9, en tout cas les chiffres ne sont pas exacts, on a à peu près une dizaine de recours déposés contre le test Franck. Décidément, hein, ce code, ça nous fait beaucoup parler. Oui, ça a commencé par faire parler juste au lendemain de son vote au Parlement, et on constate que l'intérêt que les gens portent à ce code électoral va grandissant, et là, la preuve, c'est que les recours, comme vous l'avez dit, s'accumulent devant les 7 sages de la Cour constitutionnelle. Je crois, sauf erreur de ma part, demain, les 7 sages devraient connaître de ces recours pour nous dire ce qu'il en est réellement. Mais pour ce que j'ai pu lire, les quelques informations que j'ai pu glaner là-dessus, j'ai eu à écouter également le chargé de communication du parti Les Démocrates, qui aussi a déposé un recours, ce parti, par exemple, qui dit que les députés sont allés bien au-delà de ce que la Cour a demandé. Moi, j'attends bien de voir la réponse de la Cour sur la question. Et il y a un groupe de juristes également qui a déposé de recours. J'apprends également que le chef de l'État lui-même a demandé, a saisi la Cour pour essayer de comprendre un peu pour demander le contrôle de constitutionnalité. Et donc, on attend de voir. C'est tout. Cela prouve que les citoyens suivaient ce débat avec grand intérêt. Cela prouve que la loi électorale préoccupe plus d'un. Et je pense que c'est une bonne chose. Hein. C'est la vitalité de la démocratie. Et qu'on puisse permettre à la Cour de fouiller, de bêcher pour voir si tout est en ordre, que cela ne porte pas encore des gemmes
de division, que cela ne va pas nous créer d'autres problèmes à l'avenir. Je crois que c'est très bien. Oui, William, cela montre que le législateur, le constituant dérivé béninois a mal fait de dire que de réviser, lors de la révision de 2019, de réviser l'article 117 de notre Constitution qui donnait le droit, plein droit à la Cour constitutionnelle de statuer obligatoirement sur la constitutionnalité des lois avant leur entrée en vigueur. Aujourd'hui, les lois, avec les révisions, la révision actée pour l'article 117, aujourd'hui, les lois ordinaires ne passent plus forcément par le filtre de la Cour avant d'entrer en promulgation, même si le chef de l'État lui-même se voit amené à demander un contrôle de constitutionnalité pour une loi à entrer en vigueur, une loi pas encore promulguée, une loi ordinaire, bien qu'elle soit. Cela voudra dire que ce n'était pas si futile que ça, cette disposition ou ce droit que la Cour avait avec les premières dispositions de notre Constitution. Et vous avez vu 8 autres recours, à part celui du chef de l'État, 8 autres recours ont été formés. J'ai noté 2 recours de citoyens et ensuite le reste, c'était des recours des députés du parti Les Démocrates. Les recours de citoyens pour le peu que je sais concerne notamment la disposition de la jurisprudence de la Cour par 2 fois en février et en septembre 2021 sur les élections présidentielles de 2021 justement concernant le parrainage qui est un acte unilatéral de chaque député et la Cour l'a confirmé et en a fait autorité de la chose jugée. Donc, bien des recours appellent la Cour à revenir sur cette décision. Même si on sait en l'état et dans la jurisprudence de notre Cour constitutionnelle que les recours de citoyens pour une loi qui n'est pas encore entrée en vigueur sont des recours monnaies. Ces recours, à l'article 121 de notre Constitution, ces recours ne sont possibles que par le président de la République qui peut demander un contrôle de constitutionnalité ou les députés à l'Assemblée nationale qui émanent du pouvoir législatif. Certains de ces juristes, notamment le groupe de 5 juristes, eux, ils vous diront que c'est une manière de forcer la main à la Cour. Avant, quand la Cour rejetait un dossier, un recours, quand un recours était irrecevable, la Cour ne se saisissait pas d'office. Mais c'est de recours en recours que, à un moment donné, la jurisprudence de la Cour s'est établie et quand bien même la Cour trouve qu'un recours est irrecevable, la Cour s'auto-saisit parce que la question de fond l'amène dans ses prérogatives soit de protection des droits fondamentaux, soit de régulation du bon fonctionnement des institutions ou soit la constitutionnalité ou l'inconstitutionnalité d'une loi. C'est beau pour la démocratie béninoise, c'est très bien. Moi, j'aime bien la démarche du chef de l'État qui, avec le tollé que suscitent les débats que nourrissent l'opinion publique et les observateurs sur ce code électoral, j'aime bien sa démarche qui est celle de ne pas promulguer. D'ailleurs, il y était un peu contraint. On va en parler tout à l'heure. Oui, Eric. Je note une pluralité de recours qui témoigne d'une forme de diversité d'opinion de ce code électoral, ce qu'il faut saluer dans une démocratie qui a prévu que chacun peut jouer son rôle. Il y a une majorité au Parlement qui a fait un travail et puis ensuite le processus voudrait que la Cour puisse examiner à partir des recours soit des députés ou des citoyens, y compris également du chef de l'État, de faire un travail de toilettage et de voir si tous les amendements sont conformes à notre loi fondamentale. Mon souhait, c'est que la Cour évite de faire un travail mécanique, un peu comme en 2019, où en 3 jours, on a fini rapidement de faire tout le processus, de prendre le temps et d'examiner chaque recours dans les moindres détails et surtout de prendre la mesure de sa responsabilité de la situation. Je ne sais pas si nous avions connu autant ce débat sur une modification du code électoral, un peu comme ce qu'on a vécu comme par le passé, ce qui veut dire que nos concitoyens sont à l'affût et veillent justement à ce que le travail que fera la Cour soit de nature exemplaire, à rassurer justement et puis à calmer les inquiétudes des uns et des autres. C'est déjà heureux de constater que nous respectons tous les tests parce que dans un système démocratique, et quand il y a des aspects, des griefs ou des différends qui, d'une certaine manière, ne peuvent pas être directement réglés, ça peut être réglé directement par les tests. Et justement, les tests confèrent le droit aux citoyens de pouvoir aller
porter un recours par rapport à un texte qu'il juge peut-être non conforme à la Constitution. Et déjà, c'est bien de constater qu'il y a une pluralité de recours. Il y en a du côté de la mouvance, c'est-à-dire je veux parler du président de la République, il y en a du côté de l'opposition, il y en a aussi des citoyens qui n'ont pas affiché clairement leur position, que ce soit de la mouvance ou de l'opposition, mais qui clairement, eux, sont allés beaucoup plus sur le volet juridique et qui ont attaqué certains articles. L'aspect qui a le plus moi retenu mon attention, c'est de constater que les démocrates sont allés pas ensemble avec un seul recours, mais ils sont allés avec au moins 5 recours. D'abord 4 députés séparément, donc 4 différents recours formulés par des députés démocrates et un 5e recours formulé par le président du groupe parlementaire démocrate, notamment Nouré Nouatiadé, qui lui a carrément attaqué les articles 132 et 146 nouveaux. Donc on sent qu'au niveau des démocrates, il y a une pluralité de recours. C'est à quelle fin? Est-ce que c'est pour maximiser leur chance de pouvoir convaincre les sages de la Cour constitutionnelle? De toute façon, demain, jeudi, il y aura la plénière et nous verrons bien ce que les 7 sages vont décider. Ça témoigne certainement d'une stratégie, ça c'est une ligne de défense. Ben oui, c'est le droit. On a émietté les recours, de sorte que peut-être à l'arrivée, bon, même si on ne peut pas considérer la totalité, au moins un pourrait marcher. On va leur conférer ce pouvoir-là et ce droit. On va commencer peut-être en attendant le travail de la Cour constitutionnelle. On va commencer, nous, à notre niveau, à fouiller dans les recours. On n'est peut-être pas les 7 sages, mais les 5 sages ce matin. Allez, on va commencer déjà par ce recours qui constate qu'on est allé bien au-delà de ce que la Cour a demandé. C'est effectif que plutôt que de corriger les 2 points demandés par la Cour constitutionnelle, on a carrément fait une relecture, William. Cet ordre d'analyse, pour moi, je le mets sous le couvert d'une stratégie pour dire, empruntons tous les chemins, quitte à avoir la Cour constitutionnelle sur un des chemins pour faire le blocus à cette loi. Que ce n'est pas pertinent. Non, je n'y trouve pas de pertinence. Et venant des démocrates, vous savez, quand la question a été évoquée comme question préjudicielle par le très respecté professeur Nassirou Arif Aribako à l'ouverture de la séance plénière qui a vu l'adoption de ce code électoral, vous avez vu les débats autour. Et moi, je pense que il a été très pertinent dans sa question dans sa question préjudicielle, mais quand on analyse de fond en comble, on ne peut pas dire que parce qu'une décision de la Cour constitutionnelle demande aux députés de rétablir une rupture d'égalité dans une disposition, que cette invite au législateur lui arrache le droit de légiférer. Il demeure député à l'Assemblée nationale et au Parlement, on peut modifier. D'ailleurs, il relève du domaine de la loi que d'encadrer les dispositions qui organisent les élections dans un code électoral. La Constitution leur en donne le droit. Donc, pour moi, ce qui serait très grave, c'est de passer à des amendements, à des modifications de ce texte sans rétablir ce que la Cour demande. Mais si on le fait et qu'on trouve aujourd'hui, après examen, qu'on trouve qu'il y a des points beaucoup plus sérieux, des points nouveaux à soumettre, je pense que le législateur béninois en a le droit. Est-ce que les députés étaient conséquents envers eux-mêmes, eux qui ont subi, je dois dire, les exigences du Code de 2019, qui en ont éprouvé, je dois dire, la capacité et les limites, etc. Est-ce que ça fait vraiment sérieux de leur part d'attendre d'abord que ce soit un citoyen qui saisisse la Cour, que la Cour leur donne l'injonction, leur fasse l'injonction, pardon, et qu'ils se découvrent maintenant des talents de relecteurs de l'entièreté du document, Franck? Non, dans l'un ou l'autre cas, je pense que la finalité, c'est de parfaire ce qui a été fait, d'y estirper les dispositions ou des passages qui ne favorisent pas le jeu politique dans notre pays, notamment l'organisation des élections, parce que c'est une brèche qui est ouverte. Si tôt ou tard, cela devrait être fait. Et si la Cour donne des injonctions, c'est tant mieux. Qu'on saisisse la pêche et qu'on ouvre le débat, qu'on le fasse tel qu'on l'a fait. Maintenant, moi je concède à tous ceux qui pensent que on ne devrait pas aller au-delà, mais si l'occasion est donnée et que la majorité trouve opportun de voir de fond en comble ce qui est dedans, parce que si on ne le fait pas, peut-être que
d'ici à un an, un autre citoyen peut encore saisir la Cour sur une autre disposition. La Cour va renvoyer encore la copie aux députés et ça va être un jeu de ping-pong où ça va être un éternel recommencement au niveau de ce code. On a bien d'autres choses à faire. Moi, je pense que le fait de saisir l'occasion et de faire d'une pierre deux coups, ça n'est pas une mauvaise chose. C'est très bien. Maintenant, il revient à la Cour de nous dire si effectivement les députés devraient aller au-delà, devraient saisir cette occasion ou devraient s'en tenir simplement à ce qu'elle a demandé. Oui, votre avis Non, moi je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. C'est bien de fouiller dedans pour voir. Fouiller en même temps d'avoir tout fouillé. Et d'envoyer un nouveau document carrément à la Cour. Oui, oui. Il faut dire que la Cour n'a pas précisé. La Cour a juste demandé qu'on rétablisse l'égalité par rapport au parrainage. Et si les députés, à un moment donné, en étudiant la question, ont constaté qu'il y a d'autres amendements qu'il faut apporter, c'est possible qu'ils aillent au-delà. Mais la question est de savoir, est-ce qu'en allant au-delà, on ne crée pas d'autres problèmes à cette même loi? Et c'est la question qui se pose actuellement, parce que vous constatez que c'est en allant au-delà qu'il y a eu encore d'autres amendements qui sont en train de susciter beaucoup de polémiques. De toute façon, les sages de la Cour constitutionnelle vont se pencher sur le dossier et connaîtront du dossier. Je pense que c'est un argument qui tient la route. On a profité de l'ouverture qu'offre la Cour pour retoiletter vraiment tout le code électoral. Les députés l'ont suffisamment évoqué à l'Assemblée nationale, justement comme l'a évoqué Franck avec la question de l'honorable Arif Haribako, de profiter justement de la situation pour revoir justement d'autres aspects du code électoral où il y avait des insuffisances. Justement, la Cour non plus n'a pas limité les députés en tant qu'élus de la nation, représentants de la nation, que l'initiative des lois et des modifications, la Cour n'a pas limité leur action sur ce qu'elle a demandé. Dans l'un ou l'autre des cas, je pense que si c'est une erreur pour les députés d'être, comme on le dit, plus royaliste que le roi, la Cour leur fera la remarque certainement. Mais vous savez, dans la forme, le débat réel, il est dans la forme. Parce que même opposition, mouvance, société civile, tous s'accordaient que ce texte-là de 2019, il fallait le toiletter, il fallait le nettoyer. C'est le consensus qui a manqué. Bon, pour d'aucuns, il y a eu consensus. Pour moi, je n'ai pas vu une certaine inclusivité des autres composants de la société, et notamment en politique, ils se sont sérieusement déchirés. Ils ont fait le bras de fer de la loi du plus fort. Et pour moi, ce n'est pas ce qui marche toujours en démocratie, ce n'est pas ce qui apaise toujours en démocratie. Donc, dans cette forme-là, pour moi, vraiment, il y a eu du grain à moudre. Mais dans le fond, le législateur, c'est le législateur, adapter le code électoral une fois pour de bon aux exigences actuelles pour pacifier le climat politique, pour donner des perspectives heureuses au lieu de nous donner autant de réflexions actuellement ou de nous occuper depuis près d'une semaine à ne parler que de ça. Moi, je pense qu'à un moment donné, c'était utile. Donc, ce recours est irrecevable. Je ne l'ai pas dit, je ne suis pas... On n'a jamais été... On fait nos analyses personnelles. Au niveau de la Cour constitutionnelle de 43, on fait recours est irrecevable. On fait nos analyses personnelles. En attendant demain. Il y a aussi cette question de jurisprudence sur le parrainage qui a fait objet aussi de recours au niveau donc de la Cour. Eric, certains pensent que par le passé, la Cour, notamment celle de Djogbenou, avait déjà tranché sur la question. Un parrainage, ça reste un acte individuel et unilatéral. Rien à foutre avec le président du parti, rien à foutre avec les orientations du parti. C'est le député ou c'est le maire qui choisit qui il parraine. Absolument, et là par contre, ça craint. Et cela va certainement mettre les juges de la Cour un peu en difficulté. Maintenant, soit on examine l'amendement à la lumière de la récente décision que vous avez évoquée de la Cour, et donc on fait dire à nos députés que on reste dans ce que la Cour avait fixé, justement comme explication, où la Cour va trouver certainement d'autres arguments de convaincre l'opinion sur que ce que les députés ont proposé est peut-être l'aspect sur lequel il faut évoluer maintenant cette fois-ci. Mais je pense que là, ça va créer une forme de confusion dans l'esprit de tout le monde, parce que nous savons qu'une décision avait été déjà rendue et qui a établi justement les députés comme étant
des parrains, justement. Et c'est vrai que dans ce qui a été proposé, indépendant, c'est vrai que dans ce qui a été proposé, il y a une logique, il y a une explication. Maintenant, puisque nous saluons le bon fonctionnement des institutions et que le Parlement a fait un travail, il revient également à l'autre institution de faire son job. Et donc, oui, le riche. Oui, une chose est claire, la Cour avait déjà donné et s'était déjà prononcée sur... La Cour va-t-elle faire un revirement? C'est la question qu'on se pose. A priori, moi je pense que la loi fondamentale reste quand même unique et on doit pouvoir analyser les différentes lois à l'aune de la loi fondamentale. Donc je pense que d'une certaine manière, moi je doute un peu que la Cour fasse un revirement. Je doute un peu, mais tout est possible. Il faut que la Cour quand même justifie, qu'elle nous donne des explications. En tout cas, c'est le plus important que moi j'attends. Non, moi je pense que malgré cette norme qui existait et qui parlait du parrainage comme étant un acte unilatéral et indépendance, tout ce qui peut entourer, est-ce que le fait que le parti veuille encadrer cela, est-ce que ça viole la Constitution? Parce que tout est à ce niveau. La Cour constitutionnelle ne viendra pas vous dire forcément si la loi, cette disposition qu'on a votée, elle n'est pas bonne ou pas, mais est-ce que c'est dans l'esprit de la Constitution? Il y a ce qu'on appelle la loi elle-même, mais l'esprit de la loi, si les gens estiment, les acteurs, ceux qui font l'activité politique, estiment que le parrainage, c'est vrai, c'est vous qui détenez, mais vous êtes dans un ensemble qu'il faut respecter. Il faut essayer de l'encadrer pour éviter d'autres problèmes. Bon, il reviendra à la Cour de nous dire avec précision si ça viole la Constitution ou si ça ne viole pas la Constitution. Et c'est à ce niveau que moi j'attends le travail de la Cour. C'est des sages. Ici, c'est vrai, vous nous avez enfilé des manteaux de sages. Mais moi, je pense qu'il faut davantage leur envoyer la copie pour nous dire sagement ce qu'ils pensent de cela. Mais moi, je pense que la Cour ne va pas déclarer cette disposition contraire à la Constitution. Ça, c'est mon intime conviction. Le sage Aounou. Oui. William, je pense que les deux décisions, si je ne me trompe, de la Cour relative au parrainage par le passé, les décisions de février et de septembre 2021, relevaient du pouvoir de la Cour de réguler le bon fonctionnement des institutions. Et je ne pense pas qu'il y ait une disposition explicite de la Constitution qui gouvernait ce principe. Donc, dans son rôle de régulateur du bon fonctionnement des institutions, pour qu'on n'entre pas dans la déchéance, la Cour s'est arrangée en contentieux électoral pour dire, chers messieurs, parce que la disposition n'a pas prévu, parce que le code électoral d'alors n'avait rien dit, et c'est la Sénat qui a réuni les députés et leur expliqué un peu comment le parrainage devrait se passer, la Cour a usé de ce droit. Donc, vous entendez dans le camp de la majorité parlementaire, les députés expliquer que c'est parce qu'il n'y avait pas de disposition électorale à l'époque qui encadrait le parrainage que la Cour a raisonné de la sorte et qu'aujourd'hui, la Cour va se dédire. Mais par contre, là où tous les Béninois attendent la Cour, et ça, je pense que sur ce principe, tous les Béninois sont unanimes sur le fait que la Cour doit vraiment nous situer, parce que une jurisprudence de la Cour, une décision de la Cour constitutionnelle rentre dans le bloc de constitutionnalité. Absolument. Donc, c'est une norme de référence égale aux règles de prescription qui sont écrites dans la Constitution. Et la Cour l'a martelé dans la décision du 16 septembre 2021. Que c'est frappé désormais d'autorité de la chose jugée. Comment est-ce que le juge, ils sont très grands, ce sont d'éminents juristes, comment vont-ils s'arranger pour faire le revirement jurisprudentiel et trouver aujourd'hui le contraire de cela? Cela m'étonnerait beaucoup. Et moi, je pense, de ma petite lecture, que sur ce point, la Cour est très attendue et le sens dans lequel on attend la Cour est connu, c'est de dire, comme elle l'a dit plus d'une fois déjà, c'est de dire, attention, le parrainage, c'est un acte unilatéral. Maintenant, des questions de connotation des mots ou de légistique vont encore se poser dans le fond de cet examen. D'autres trouveront que unilatéral ne veut pas dire collectif, ne veut pas dire anti-collectif ou ne veut pas dire individuel. Donc, même si chaque député prend son parrainage et le signe personnellement, même si c'est sur conduite de son parti politique, c'est un acte unilatéral, c'est un acte personnel. Tant qu'on n'a pas listé tous les noms des députés
ensemble sur une même feuille et qu'en bas chacun signe image comme une pétition, c'est déjà un acte unilatéral. Bref, les interprétations iront dans tous les sens. Mais sur cette disposition où l'ingéniosité, l'inventivité, la subtilité intellectuelle de chacun, selon sa chapelle politique et selon ses convictions, sont en train de nourrir le débat depuis, sur ce point, les sages, le juge constitutionnel est vraiment attendu. Surtout, on pourra, comme William l'a dit, par la force des mots, on pourra expliquer également qu'on n'oblige pas le député à signer le parrainage. À partir de cet instant-là, l'acte unilatéral, c'est en toute possession de ses qualités psychiques. Vous lui offrez qu'un seul choix. Justement, ça c'est aussi le seul choix qu'il a. C'est une contrainte. En toute liberté. En toute liberté. Oui. En toute liberté. On n'a pas refusé à la tête. Il n'y aura pas une contrainte en toute liberté. Je vais reprendre cette phrase-là. Soit tu as une contrainte, soit tu es en toute liberté. C'est pas je pense que William a dit quelque chose de très important. Si la Cour constitutionnelle doit réguler un peu la vie des institutions et tout ça, vous voyez aujourd'hui la réforme du système partisan qui aujourd'hui est en train de réformer un peu l'activité politique dans notre pays, le secteur politique dans notre pays. Ça reste, disons, un chemin que nous avons emprunté. Est-ce que la Cour va prendre une décision qui va faire bloquer ce processus? La Cour examine à l'aune de la Constitution nationale qui, a priori, est la loi fondamentale. Donc, ça veut dire que c'est une comparaison. On regarde, est-ce que c'est conforme à la Constitution? Et d'ailleurs, le chef de l'État aussi, dans son recours, a demandé qu'on contrôle la conformité. Non, mais il finir rapidement ce que Franck disait. Vous voyez, tant que en dehors du choix de mon parti politique, je n'en ai plus qu'un autre que de m'abstenir. Est-ce que je suis libre? Est-ce que l'acte que je prends dans un contexte... Absolument pas. Est-ce que l'acte que je prends dans un contexte... Je suis toujours dans mes réflexions. Il y a des schémas qui me sont venus à l'esprit. Peut-être que c'est des idées assez limitées, mais ça peut toujours arriver. Alors, si la Cour ne casse pas ce que le code électoral dit par rapport au parrainage, le code nouvellement voté, si la Cour ne casse pas, on a beaucoup de risques avec le temps. Vous voyez, d'abord, dans la configuration politique actuelle, on a l'UPR qui a quand même la grande majorité, la grosse majorité des parrains. Et si on suppose que c'est eux qui auront forcément, ma foi, la plus grande quantité de parrainage, c'est dire qu'ils ont beaucoup plus de chances donc de faire voir peut-être leur candidat se faire élire. De sorte que quand ils auront un président, enfin leur président à la tête du Bénin, on connaît un peu le poids du président de l'exercice sur l'issue des élections chez nous au Bénin. Si ce poids s'accentue pour les autres élections qui vont venir après, le schéma qui se dessine, c'est qu'on se retrouve à l'issue de consultations électorales, à se retrouver peut-être avec un seul parti politique représenté à l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, Benoît Degla n'a pas exclu la dernière fois en disant que si au terme d'une législative, il n'y a qu'un seul parti politique qui a réuni à la fois les 10% au plan national et les 20% au niveau de chacune des circonscriptions électorales, on va se retrouver au niveau du Parlement avec donc peut-être un seul parti politique et même pourquoi pas au niveau des communes avec un seul parti politique qui domine l'ensemble, je dois dire, des communes du Bénin. Dans ce cas, le seul parti politique détient l'ensemble et l'intégralité des parrainages. Ça va être vraiment, c'est vrai que c'est un schéma tiré par les cheveux, mais ça va être un schéma qui peut venir et ça va être vraiment compliqué, William. Je m'étonne que c'est maintenant que vous fassiez cette analyse. Ah oui, je l'ai évoqué tout le temps. Je l'ai évoqué tout le temps. C'est bien étonnant. Je vous dis pourquoi. Deux raisons. Oui. Vous savez, les deux grands partis de la mouvance présidentielle qui ont aujourd'hui cette façon de penser ont comme une de leurs références le PCC, le Parti communiste chinois, qui est un parti unique. Vous le voyez transparaître dans bien de réflexions qu'ils mènent depuis un bout de temps. D'ailleurs, ils ont fait quelques pèlerinages. Justement, le PCC est venu ici au Bénin. Ça, c'est très subjectif. Comment ça se passe? Ça, vous pouvez taxer ça de très subjectif comme analyse. Maintenant, dans le fond, lisez entre les lignes de la proposition de loi de Hassan Seibou sur la révision constitutionnelle. L'un des arguments politiques, pas écrit dans le texte, mais politique, défendu dans l'opinion publique, c'est que tant que vous n'allez pas donner la majorité à un président de l'Assemblée et à un président de la République à l'Assemblée nationale,
il voudra par tous les moyens trouver sa majorité dès qu'il sera investi. C'est-à-dire quoi? On admet le fait qu'il y ait une féodation entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Et on se dit que tant qu'un Parlement sera un réel contre-pouvoir pour un chef d'État, c'est un peu comme s'il est tenu par les pieds et qu'il ne pourra plus développer le Bénin. Apparemment, il n'aurait plus les prérogatives constitutionnelles contenues à partir de l'article 100 de notre Constitution. Pour l'interrogation. Quand des politiques lisent de cette façon, le scénario que vous dites, il est bien plausible. C'est possible que cela arrive. Et c'est devant cette résignation dans l'ensemble de la vie politique, dans l'observation générale de la vie politique que moi je m'étonne. Et c'est en ça que je trouve même très peu de culture démocratique dans certaines initiatives ou dans certains arguments que nous avons à défendre certains points de vue. Sinon, en tout état de cause, en âme et conscience, ce genre de scénario n'est vraiment pas exclu dans la tête des initiateurs de ces différents plans. On en arrive à ce niveau d'ailleurs. Les deux partis qui se tiennent le chef de l'État détiennent la très nette majorité des parrainages. Les autres sont vraiment limités là-dessus. Et s'ils n'arrivent pas à s'entendre, et s'ils n'arrivent pas à se mettre ensemble, je veux parler par exemple des FCBE et des démocrates, s'ils n'arrivent pas à s'entendre, il est fort possible qu'en 2026, on n'ait même pas un candidat de l'opposition qui puisse, ma foi, être candidat à la présidentielle. Il suffit qu'un seul député, les démocrates disent qu'il ne veut pas parrainer le candidat du parti. Les démocrates disent, je ne signe pas, et puis c'est fini. On n'a plus de candidats donc de l'opposition. Et que FCBE rappelle au parti les démocrates qu'ils les ont toujours appelés, non pas parti de l'opposition, mais parti de la. Donc, pour rien au monde, il ne deviendrait subitement pour eux un parti de l'opposition pour leur donner leur maire. Et ce serait monnaie rendue à la pièce. Et on aurait peut-être pas si cela devrait s'imposer, je pense que, comme on dit, ils trouveront la formule, n'est-ce pas, de se mettre ensemble. Et se mettre ensemble, c'est ce qu'on souhaite. Et je pense que c'est toute l'ambition. C'est toute l'ambition. On a vu pire que ça. On a vu des ennemis politiques hier se réconcilier des années d'après. On a entendu des pardons par-ci, et puis la vie politique a évolué. Encore que nous avons affaire à deux formations politiques de l'opposition. Si nous prenons ça comme un principe idéologique, ça veut dire qu'ils sont sur le même palier. Et il n'y a pas donc du mal, n'est-ce pas, à les voir ensemble. D'autant plus que dans le code, il y a un amendement qui voudrait que des partis politiques puissent aller en accord de gouvernance. Et c'est d'ailleurs ce qu'il faut souhaiter pour avoir de grandes formations politiques. MPL également peut s'ajouter et estimer que je trouve mon compte dans ce qui se fait là en tant que parti d'opposition. Mais il apporte quoi? Il n'a pas de maire. Parce que vous savez, lui, ce n'est pas injuste de dire, par exemple, quand je prends Moël Bénin à côté de l'Union pour essayer le renouveau, c'est un petit parti à côté de l'Union pour essayer le renouveau. C'est pas une erreur. On peut estimer que les deux formations politiques, n'est-ce pas, peuvent aussi se mettre ensemble, fusionner, n'est-ce pas, dans un cadre d'accord de gouvernance pour des élections. Ça peut être présidentielle ou législative. D'autant plus que ensemble on est plus fort. Et c'est ce que nous voulons. Encore qu'aujourd'hui, les formations politiques ont l'obligation d'aller décrocher 20% dans chaque circonscription électorale. Si l'orgueil peut, comment on dit, on peut éviter l'orgueil de ce qu'on s'est dit hier, je donne l'exemple des démocrates et puis des FCBE, et puis chacun se met dans sa position, je pense que ça va être un problème politique pour les partis d'opposition. On va finir. Vous savez, ce dossier est assez intéressant parce que quand nous regardons de très près la situation actuelle par rapport à ces recours qui sont en instance, il faut déjà se dire, qu'est-ce que nous gagnons à vouloir une telle loi? C'est la question que nous devons nous poser. Et devant les juges aujourd'hui, les sages de la Cour constitutionnelle, il y a un recours, disons, une dizaine de recours, mais parmi ces recours, le plus important aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, on doit laisser de tels amendements dans la loi fondamentale? Est-ce que ça ne porte pas entorse à la loi fondamentale qu'est la Constitution nationale? Vous savez, il y a beaucoup de débats, il y a eu beaucoup de polémiques, il y a eu beaucoup d'arguments de part et d'autre. Vous avez dit tout à l'heure, si aujourd'hui, un seul député démocrate disait qu'il bloque son parrainage, c'est fini. Les démocrates n'ont pas de parrain. Regardez l'FCBE aujourd'hui. On parle de l'FCBE, on dit qu'ils ont des maires. L'FCBE a combien de maires? Comptez. Est-ce qu'ils ont... Ils n'ont même pas 10.
Ils n'ont même pas 10. Alors que si éventuellement l'FCBE, oui, voilà, si éventuellement l'FCBE devrait être candidat aujourd'hui, ils n'ont pas de maire. Ils n'ont pas la côte franche qu'il faut pour pouvoir se donner un candidat. C'est pour cela que je disais que le débat que nous menons, c'est souvent, nous menons souvent le débat entre trois formations politiques, UPR, BR et puis démocrates. Mais il n'y a pas que ces partis. Vous avez parlé par exemple de Mouel Bénet, qui veut aussi s'offrir des candidats, qui veut aussi s'offrir des parrainages. Il y a l'UMPL, vous en avez parlé tout à l'heure. C'est vrai qu'on peut dire que c'est un rikiki sur l'échiquier politique national, mais ils veulent aussi s'offrir des candidats. Mais est-ce que la loi, telle que formulée, telle que amendée, telle que adoptée, est-ce que ça permet vraiment le jeu politique? C'est la question que les sages... Sur le sujet, moi j'aimerais... Est-ce que vous savez le 42? Oui, je ne m'étais pas prononcé. Même sur ce sujet, vous permettez. Alors moi, je pense qu'un environnement sans un parti politique de l'opposition représenté au Parlement, aujourd'hui, ne serait pas bien pour notre pays. Tout simplement parce que vous avez vu la qualité des débats désormais au Parlement, comparé au Parlement de 2019, et tout le monde applaudit aujourd'hui la diversité d'opinions et la voix dissonante de l'opposition, du parti Les Démocrates, qui enrichit en fait le débat démocratique, le jeu démocratique dans notre pays. Et donc moi je pense que pour trouver des formules entre FCBE ou les démocrates en politique, moi j'ai appris à ne plus dire jamais en politique. Contrairement à ceux qui pensent que ce serait, on ne peut pas voir Boni Yayi et Paul Roumpé ensemble, je pense que le moment venu pour essayer de sauver un peu les acquis des quelques années qu'ils ont passées au Parlement, les démocrates devraient s'oublier un tout petit peu. Les FCBE également, pour essayer de sauvegarder le peu, la portion congrue qu'ils ont sur le terrain politique aujourd'hui, pour sauvegarder le peu et même pour chercher à renforcer, devraient s'oublier un peu et trouver le juste milieu. Quel intérêt les FCBE ont à accorder un parrainage aux démocrates? On ne peut pas disparaître par exemple. Pour essayer de chercher encore à conquérir des instances de prise de décision. Ils vont jouer leur survie sur le plan politique. C'est vrai qu'ils ont résisté. Autant ils ont résisté aux manœuvres politiques sur une bonne période. Mais là, pour jouer leur survie, ils vont pouvoir s'entendre. En politique, c'est possible. Le nombre de maires ne leur permet pas d'être ambitieux. Et ils peuvent le reverser au parti Les Démocrates en un accord de gouvernance, ce que d'ailleurs le parti Les Démocrates a attaqué devant la Cour constitutionnelle. C'est au rôle de main, cette histoire d'accord de gouvernance pour un système partisan qui bannit les alliances de partis politiques. Et donc, en accord de gouvernance, ils peuvent le reverser et c'est monnayable. Ça peut être un peu plus bénéfique si on s'entend avec les démocrates pour parrainer le candidat et leur donner plus de légitimité. Mais à ce schéma de conciliation dont parle Franck, on demeure dans ce cercle vicieux des oppositions aux personnes. Et Eric a dit que si tant est qu'ils sont opposants, ils peuvent s'entendre tous. Là, c'est qu'ils sont opposés à la tête du gouvernement qui est là, pas opposés d'idéologie, pas opposés de projet de société. En France, Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise est opposant, Marine Le Pen est opposante. Mais c'est l'extrême gauche, c'est l'extrême droite. Parce que ce qu'ils pensent pour les Français depuis la nuit des temps a toujours été opposé. Leurs projets de société ont toujours été opposés. Je pense que c'est la même chose ici avec Paul Roumpé. Quelle est l'idéologie de Paul Roumpé? Quelle est l'idéologie de Boni Yayi? 2 secondes, laissez-moi finir. Paul Roumpé et Boni Yayi. Parce qu'on a entendu au lendemain du vote de la loi, portant code électoral par exemple, Paul Roumpé est sorti pour dire nous ne sommes pas d'accord, mais nous ne ferons jamais recours à la violence. Nous n'allons pas appeler à manifester, à faire des marches dans la rue par exemple. C'est la non-violence. Ils sont opposés à la non-violence. Vous oubliez qu'ils sont des frères terrain, ces deux partis politiques. Leur idéologie, c'est la non-violence. Je ne sais pas dans quelle chapelle de sciences politiques ils sont des militants de partisans de la non-violence. De Gandhi. Oui, les marches pour l'indépendance sur 300 km. Oui, mais ils ne l'ont pas encore fait ici. Gandhi en a fait 300 km. Je ne sais pas s'ils l'ont fait ici pour l'indépendance de l'Inde britannique. Bref, moi je trouve que vous oubliez là qu'ils sont des frères du terrain. Sinon,
il porte le nom qu'a soutenu Boni Yahi depuis 2005 jusqu'en 2016 et un peu après au-delà. Et donc, si vous y trouvez une différence d'idéologie, moi je n'y vois pas une différence d'idéologie. Patrice Talon aussi qui demande qu'on lui relise un peu le document. Il n'est pas très convaincu. Non, ça c'est de droit. Oui. Eric. Je pense que c'est, comme on dit, ça témoigne de logique que avant sa promulgation, lui-même en tant que à la tête d'une institution, demande à ce qu'on vérifie tous les amendements, si cela est conforme à la Constitution, avant qu'il ne promulgue. Je pense que c'est un exercice auquel nous étions déjà habitués quand il est question d'une loi, ce que la Cour fera certainement, et c'est sur cette base que le chef de l'État pourra donc promulguer la loi. Maintenant, si en retour la Cour fait des observations qui sont contraires justement à la Constitution, nous aurons encore un autre chapitre, n'est-ce pas, de ce débat. Oui, Louis. Oui, une chose est claire, c'est de son droit de demander le contrôle de conformité constitutionnelle de cette loi qui a été votée. Et l'autre chose, c'est aussi assez intéressant parce que dans la mesure, si éventuellement la Cour trouve que la loi votée est conforme à la Constitution et qu'il promulgue, demain, on ne viendra pas dire qu'il a promulgué une loi qui n'est pas conforme. Là, comme ça, si éventuellement il y a un problème demain, il dira simplement, écoutez, la Cour constitutionnelle a donné son OK sur cette loi qui a été votée, je n'ai fait que promulguer. Donc voilà, on est dans ce schéma-là. C'est la preuve de ce que Patrice Talon exerce son droit de citoyenneté. C'est un bon citoyen qui est soucieux de ce que nous faisons est conforme à la Constitution. Et deux, c'est qu'il prend des garde-fous. Je ne veux pas promulguer une loi qui soit contraire à la loi fondamentale parce qu'il vous dira que avant même que Hassan Seibou ne dépose sa proposition de loi ou même après, il s'est toujours défendu du fait que lui ne veut pas qu'on touche une virgule de la Constitution. Et donc c'est un personnage, une personnalité, un président respectueux de la loi fondamentale, des dispositions qui y sont inscrites. Et donc par cet acte-là, il veut encore s'assurer que, bon, s'il appose sa signature, c'est un national juridique qui est conforme à la loi fondamentale. Patrice Talon est le premier garant du respect de la Constitution du Bénin en tant que président de la République. Ça, on s'entend là-dessus. Donc, c'est un acte qui relève de ses prérogatives. Il ne nous fait pas un cadeau de Noël. Et là-dessus, avec les débats nourris aussi, c'est très important de prendre par ce filtre. Parce que même du temps d'avant 2019, d'avant la révision constitutionnelle où la Cour statuait obligatoirement sur les lois ordinaires, on a trouvé que ça faisait trop de travail à la Cour et ça faisait la lenteur de certaines lois et on a sauté ce verrou. Même de ce temps, le président de la République, après contrôle de constitutionnalité, promulgue des lois, mais en exception de constitutionnalité, des citoyens soulèvent encore des dispositions qui ont peut-être échappé au juge constitutionnel, qui dans l'application, parce que devant le fait accompli, parfois, on se rend compte qu'il y a eu de petites coquilles, il y a de petites choses, et qu'on relève. C'est arrivé plusieurs fois à travers le Code des personnes et de la famille, et beaucoup d'autres dispositions, et on a compris, pendant l'application d'une disposition législative, qu'elle violait la Constitution, mais que cela a échappé à la Cour. Donc cela ne voudra pas dire que ce contrôle de constitutionnalité est est un feu vert pour que cette loi, je ne sais pas, sur tous les marchés, non, ou que cette loi devienne inattaquable, pas du tout, même après le concours. Il y a le professeur, bienvenue Antonio, qui nous suit, qui a fait cette réflexion. C'est concernant justement notre premier axe de discussion au sujet de ce code électoral, où on se demandait s'il fallait de bon droit aller au-delà des observations de la Cour constitutionnelle pour réviser le code. Il dit par analogie, lorsqu'un élève va au-delà de la réponse qu'il doit donner à la question que le maître lui a posée, qu'est-ce que le maître fait? Il lui donne la bonne note ou il lui donne la mauvaise? En tout cas, on verra demain. Demain le maître dira s'il donne la bonne note ou s'il ne donne pas. Alors moi je sais pas si c'est mon professeur qui n'a pas cette notion, mais moi, on m'a sanctionné pour ça une fois. Ah oui, l'excès de réponse. Ouais. Ah, en plus. Il fallait juste me contenter de ce qu'on m'a demandé. Il y a comme un professeur qui te donne un bonus. On m'a condamné pour ça.
Bon, professeur, à la maison, vous avez eu votre réponse à votre question, je crois. Allez, bonne journée les gars. Demain, on va opiner sur le sujet concernant le 8 mars. On verra bien, on va observer ensemble l'univers institutionnel du Bénin relativement aux droits des femmes. On va regarder un peu l'arsenal juridique relativement aux droits des femmes et à sa promotion. On verra si véritablement on en fait du chemin ou pas. Allez, bonne journée à vous. Mesdames et messieurs, tout à l'heure, vous allez suivre ce que je ne comprends pas juste après la rue de presse. Moi, je vais vous souhaiter de passer une bonne journée. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on a dépensé assez de sous pour un truc qui ne va pas durer dans le temps. À peine 2 ans, 3 ans, mais voilà l'état de la pelouse et les sanctions. Un risque de déclassement du stade. Donc, ce que je ne comprends, c'est pourquoi on a dépensé assez de sous pour un truc qui ne va pas durer dans le temps. Ce que je ne comprends pas, c'est comment on en est arrivé à ce niveau quand on sait que ce même stade a accueilli la Coupe CAF. C'est ça qui me désole un peu. Quelle négligence, qui a négligé tout ceci. Ceux qui ont en charge le maintien de la pelouse, est-ce qu'ils n'ont pas fait le travail? Est-ce qu'à un moment donné, il y a eu relâchement? Est-ce qu'à un moment donné, les gens n'ont pas été payés? Ou bien il n'y a plus d'équipement nécessaire, adéquat pour mettre le stade au propre? La pelouse, les gazons, c'est une question d'entretien. Celui qui est chargé de ça, est-ce qu'il n'a plus de matériel? Est-ce qu'il ne fait plus son travail? Ou bien est-ce qu'il n'est plus au pouce? Moi, je ne comprends pas, c'est peut-être cet aspect de la chose où, quand même par le passé, le Bénin a quand même été sollicité, le stade général Mathieu Kérékou a été sollicité par le Burkina, même la Côte d'Ivoire, le Niger sont venus pour jouer des matchs. Maintenant, est-ce qu'ils sont venus jouer gratuitement sur nos installations? En tout cas, il y a un gestionnaire du stade, il est mieux placé pour nous donner des réponses. Maintenant, si c'est que c'est loué et contre, je sais pas, contre de l'argent, contre une ristourne, maintenant, si c'est réellement le cas, les sous là, ça sert à quoi? Est-ce que entre-temps, ils ne mettent pas à profit ces sous là pour quand même essayer de garder au moins la monnaie, de garder la beauté de ce stade? Puisque si un temps, le stade a été homologué et on jouait dessus, c'est parce qu'on avait rempli certaines conditions, certains critères, même si toutes les conditions ne sont pas aux normes. Je pèse mes mots parce que toutes les conditions n'étaient pas réunies. Puisque un temps, lors de la rénovation de ce stade, il y avait eu certains de ces observateurs, certains de ces observateurs qui ont averti, qui ont tiré sur la sonnette d'alarme, où ils ont même interpellé le ministre d'alors, Oswald Omeki, pour lui notifier que notre tribune de presse, par exemple, n'était pas dans une norme réglementaire. Mais bon, comme nous sommes le Bénin, les gens ont pensé que, bon, ceux-là, pourquoi ils fument, pourquoi ils voient toujours le mal dans tout. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici la revue de presse du jour. Le nouveau code électoral demeure un sujet brûlant de l'actualité sous nos cieux. En témoignent les unes des journaux parus ce jour. Ainsi, le matinal nous rapporte que Patrice Talon requiert le contrôle de constitutionnalité du document. Les sages de la Cour constitutionnelle vont se pencher sur 8 recours formulés contre certains articles de la loi 2024-13 modifiant et complétant la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin. En plus de ces recours, les membres de la haute juridiction devront se prononcer sur la conformité à la Constitution des modifications apportées au code électoral suite à une demande faite par le président de la République.
La liste intégrale des dossiers inscrits au rôle de l'audience du jeudi 14 mars 2024 à découvrir à la page 11 du quotidien. De son côté, Matin Libre voit à travers la nouvelle modification du code électoral un dévoilement du vrai visage du chef de l'État. La chronique de la récente modification du code électoral obtenue à l'unanimité des députés de la majorité présidentielle en lot de consolation à l'échec de la révision constitutionnelle est trop claire. On ne peut plus se tromper sur les intentions qui nourriront l'action politique du président Talon durant les 2 prochaines années qui nous séparent de son départ de la Marina. Après le rejet de la proposition de loi Hassan Seibou, les députés devraient revenir aux requêtes que la Cour constitutionnelle leur a adressées par sa décision du 4 janvier 2024. Mais entre l'affirmation de son opposition à tout tripatouillage de la loi fondamentale et la réelle politique, le chef de l'État, en grand patron et inspirateur de sa majorité, l'a convoqué in extremis à une masterclass de rattrapage. Il en est sorti un nouveau code électoral le 6 mars 2024 qui ressuscite sa philosophie et sa praxis politique. Il n'aura pas tant rusé avec l'opinion publique et engagé un tel marketing de cette nouvelle loi pour ne pas la promulguer, sauf si la Cour constitutionnelle venait au secours de l'agneau. Une analyse de Matin Libre. Pour sa part, Fraternité insiste sur les points forts du nouveau code électoral. L'une des plus grandes mesures contenues dans la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin, modifié et complété le mardi 5 mars 2024 par l'Assemblée nationale du Bénin, c'est le facteur d'inclusion systématique des partis politiques. Après des débats bien nourris en présence des députés de tous les partis politiques représentés au Parlement, ce code a été modifié avec comme point de mire l'insertion des dispositions qui favorisent l'inclusion des partis. L'état des lieux permet de constater que tous les 3 grands partis représentés à l'Assemblée disposent du nombre de parrains nécessaires pour aller à l'élection présidentielle de 2026. Mieux, le fait que leurs élus ne puissent pas être débauchés les stabilise. De même, aucune disposition du code électoral n'empêche un parti comme LD, FCBE ou autre de participer aux législatives et communales de 2026. Le seuil de 20% des suffrages n'empêche pas d'aller aux élections et s'impose à tous les partis. Les partis qui s'estiment les plus forts et assez représentatifs doivent donc s'en féliciter. Du reste, tous les partis ont encore 2 ans pour continuer de s'enraciner et de se renforcer. Analyse, Fraternité. Mesdames et messieurs, se tient à Lomé au Togo un atelier de concertation sur le plan d'action de mobilisation des annonces de financement des projets d'énergie électrique et du numérique, nous apprend Décryptage Info. Cette activité qui se déroule du 11 au 14 mars 2024 fait suite à la table ronde de l'UEMOA consacrée au financement du secteur qui s'est tenue en novembre 2023. Cette rencontre doit permettre de transformer les promesses en décisions, les annonces en plan d'action à la sortie de la table ronde pour accélérer la mise en œuvre des projets de la stratégie de développement de pôles énergétiques et du programme régional de développement de l'économie numérique. Plus de détails à la page 3 du journal. Pendant ce temps, des Béninois brillent à l'étranger. Il s'agit d'abord, selon un rapport de l'emblème du jour, de l'honorable David Godonou-Ouensa. Du 17 au 21 février 2024, à Luanda, en Angola, s'est tenue la 64e session de l'Assemblée parlementaire de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et la session de l'Assemblée parlementaire paritaire OEACP-UE, réunissant les délégations des pays membres. Cette session constitutive a permis d'installer les différentes assemblées parlementaires prévues par l'accord de Samoa signé le 15 novembre 2023 et entré en vigueur le 1er janvier 2024 pour une durée de 20 ans. À l'issue des travaux, l'honorable David Godonou-Ouensa est désigné président de l'Assemblée parlementaire du groupe Afrique et coprésident de l'Assemblée parlementaire régionale Afrique-Union européenne. Un honneur et une récompense pour le Bénin et son Parlement. L'autre compatriote qui fait la fierté du Bénin à l'échelle internationale, c'est bien Reine Anapini Gansou. Le Bénin est honoré à la Cour pénale internationale. La béninoise Reine Anapini Gansou, juge de la CPI, siège désormais à la présidence de cette institution judiciaire. Son élection est intervenue à la faveur de la séance plénière du lundi 11 mars 2024.
La juge Tomoko Akane a été élue présidente de la Cour et le juge Rosario Salvatore Aitala, premier vice-président. Suite à son élection, la nouvelle présidente de la CPI a témoigné sa reconnaissance à ses collègues juges. Elle entend travailler pour la promotion du dialogue entre les organes de la Cour et les représentants de la défense et des victimes, ainsi qu'au renforcement du dialogue avec les États partis et les États qui n'ont pas encore ratifié le statut de Rome, précise le matinal. Fin de la revue de presse de ce mercredi 13 mars 2024.